nouvelle année. Oui, et donc du coup on vous souhaite une belle et joyeuse année, plein de bonnes lectures. Oh oui, plein de bonnes lectures, c'est surtout ça l'important. Voilà. Et nous on revient du coup pour vous faire un petit bilan de notre année 2024, enfin petit bilan. Je pense que vous pouvez vous installer avec une bonne boisson ou alors faire d'autres choses en même temps si vous voulez juste nous écouter. Ça va durer. Parce qu'on va balayer toute l'année, mois par mois, parce qu'on s'est dit que c'était la façon la plus évidente de faire un bilan et de pouvoir parler de tout et pas de tout à la fois. Non, on va pas parler de tout parce que sinon bon, il y a eu trop de lectures. Il y aura 100 parties à cette vidéo. Bah, du coup on peut commencer par un petit bilan, 3 petits points généraux. Alors de mon côté, c'était une année sous le signe de l'amour. Puisque j'ai eu une énorme période romantaisie, vous le verrez, en début d'année. Vraiment, j'ai mis les deux pieds dedans et j'ai pas arrêté. J'ai même enchaîné avec de la romance cet été, ce qui est assez rare chez moi. Donc, c'est bien de le noter. Claire est devenue cœur love. Un peu trop. Et du coup, j'ai lu beaucoup de romantaisie et beaucoup moins, ou de fantaisie. Et beaucoup moins de contemporain que d'habitude. Et c'est vrai que là, cette année, j'ai pas particulièrement envie d'en lire plus que ça non plus. Pour vous donner un petit exemple, normalement, quand le Serena Giuliano sort, je le lis dans le mois qui suit. Et là, donc c'est un titre qui sort généralement en mars. Et là, je l'ai lu en août. Donc voilà, j'ai vraiment fait traîner les choses. Alors que je sais que ça va me plaire et que je vais adorer. Et voilà, mais voilà, pas envie. J'étais vraiment plus dans la romantaisie que vraiment dans le contemporain. C'était aussi une année assez forte parce que du coup j'ai commencé des sagas assez incroyables qui sont finies ou en cours, il y a un peu des deux. Il y a eu ACOTAR que j'ai terminé, j'ai commencé aussi Le Pont des Tempêtes, j'ai commencé Force Wing, j'ai commencé Kéléana. N'oublions pas. Surtout pas. J'ai aussi commencé Dark Shores. Et voilà, et c'est vraiment des sagas que j'ai bingé quoi. Donc voilà, j'ai hâte qu'on ait la suite qui sorte en 2025 parce que il y a quand même des trucs incroyables. Voilà, et du coup ça m'a fait un peu réfléchir à mon rapport à la lecture de façon générale et à la romance, puisque du coup voilà, je me suis mise à lire des histoires d'amour et je me suis rendu compte que j'aimais ça vraiment beaucoup. J'aime quand il y en a une certaine dose quand même dans les romans. Mais les romantaisies où la romance prend le dessus sur la fantaisie a tendance à un petit peu plus me rebuter. Par exemple Force Wing que j'ai beaucoup apprécié, malgré tout, il y en avait un petit peu trop pour moi je pense. Et aussi la question du smut, c'est aussi posé. Et il y a des moments où ça me dérange pas et il y a des moments où ça me fait chier. Voilà. Donc du coup ça dépend des périodes. Et pareil, je veux pas qu'il y en ait trop. Là, ce que je viens de lire, il y en avait pas jusqu'à maintenant et tout d'un coup il y en a eu. Et j'ai trouvé ça hyper sympa sur un chapitre et après je me suis dit bon allez on passe à autre chose les gars. Donc voilà, donc ça m'a fait un peu réfléchir aussi à ce vers quoi j'allais me tourner pour l'année prochaine. Et bien moi de mon côté je m'étais donné en début d'année un challenge de lire 300 livres. J'avais vu un petit peu haut, je l'avoue. Mais vu que j'étais pas très loin de ce nombre-là en 2023, je voulais me mettre un petit défi. Eh bien j'ai réussi tout pile poil mon défi. Bon, sachant qu'en fin d'année j'étais vraiment en mode marathon, essayer de lire un max de BD, de mangas et de livres courts pour pouvoir atteindre ce nombre important. Mais j'avoue que je suis assez contente d'avoir réussi parce que dans ces 300 là il y a eu vraiment beaucoup de pépites. Et puis j'ai pu baisser vachement ma pile à lire BD notamment et manga. Et j'en ai lu pas mal aussi cette année et ça m'a fait du bien. J'aime beaucoup ça en fait. Je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça quand je savais les choisir. Et que ce soit en roman ou en BD d'ailleurs, j'ai quand même une plus grosse proportion de lecture young adulte et jeunesse que adulte. Voilà, c'est un constat que j'ai fait cette année aussi. Je pense que le rapport est 3/4, 1/4 de romans adultes. Et j'ai de plus en plus de mal à aller vers du contemporain. Le cosy mystery aussi, je me suis rendu compte que j'aimais ça, mais c'était pas ce qui allait m'attirer en premier. Il y a eu des découvertes notamment de plumes absolument incroyables. La première qui me vient en tête, c'est Siècle va-et-vient. Donc on vous a déjà parlé, on va vous en reparler.
Donc voilà, plein de bonnes choses. Et puis je pense que mon rapport aussi à... Enfin, j'ai replongé totalement dans la lecture et vu le nombre de livres que j'ai lus, je me suis rendu compte que ça avait pris le pas sur tout ce que je pouvais regarder en série ou aller au cinéma en film, voir, regarder la télé, tout ça. Que je ne fais plus, quasiment plus, j'avoue. Mais du coup, ben, les achats ont suivi aussi. Et ça, ça a fait un peu plus mal. Donc voilà. Donc, mais on en reparlera après pour les résolutions de 2025. Mais ça m'a fait beaucoup réfléchir là-dessus aussi. Et ben du coup on va partir mois par mois. On a essayé de sélectionner 1-2 livres et puis voilà, on parle un peu du mood aussi du mois et de ce que ça a engendré. On va commencer avec le mois de janvier. Et ben moi j'ai commencé le mois de janvier avec beaucoup de lectures parce qu'on était en petit week-end de jour de l'an. Voilà. Lecture. Comme on a fait cette année d'ailleurs. Exactement. Et du coup c'est vrai que j'avais apporté pas mal de livres, dont des petits. Et j'ai commencé l'année du coup avec cette très belle découverte, Miette Humour décalé de Stéphane Servan, qui est dans la collection Cours toujours, qui est une collection que et toi et moi on aime bien, hein, d'ailleurs, chez Nathan. Et ça a été une très chouette découverte, vraiment un très beau coup de cœur pour commencer. Ça se lit d'une traite, j'ai pas pu m'arrêter. C'est un jeune garçon qui prend la parole devant tout le monde, enfin devant tout son lycée je crois, pour un spectacle. Pour un spectacle. Il fait une sorte de one-man show. Et en fait, ce qui part, tout le monde rigole, etc. Et en fait, on comprend très vite qu'il est en train de dénoncer du harcèlement qu'il a subi, etc. Et il le fait d'une manière qui est absolument génialissime. C'est percutant, c'est bien vu, c'est bien écrit. Bref, moi, ça m'a mis en miettes. Littéralement. Donc j'ai adoré cette découverte à laquelle je m'attendais pas forcément à grand chose et en fait, waouh, ça m'a laissé sur les fesses. Donc c'était un très bon début d'année. Alors de mon côté, au mois de décembre, j'avais lu Runborn de Ariel Holz. Et c'est vrai que ça m'avait mis dans une phase un peu sombre, fantasy, et vraiment j'avais envie de rester là-dedans. Et du coup, j'ai commencé l'année en lisant la duologie Gilded et Cursed de Marissa Meyer. Qui est vraiment, j'en avais déjà parlé donc je ne vais pas m'étendre plus que ça, mais qui est en gros une réécriture du conte Rumpelstiltskin, qui est vraiment, contrairement à ce que fait d'habitude Marissa Meyer de l'adulte, où on suit une jeune femme et vraiment il y a une ambiance très particulière et c'est drôle parce que du coup c'est une ambiance que j'ai retrouvée dans d'autres lectures que j'ai eues dans l'année, notamment Une fenêtre sur les ténèbres. C'est un peu la même chose, même si là c'est plus sombre et plus antérieure qu'Une fenêtre sur les ténèbres. Mais voilà, j'ai commencé vraiment mon année en me disant que j'avais envie de ce genre aussi d'univers, particulièrement en hiver, en automne évidemment, mais je pense que dans le fond, il y en a eu un peu toute l'année. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé. Et surtout, c'est aussi le mois où j'ai lu 7 de Crescent City de Sarah J. Maas. Alors il faut savoir du coup qu'à ce moment-là, j'avais pas terminé à Cotard. J'en reparlerai plus tard. Mais je sais pas pourquoi je me suis lancée dans Crescent City à ce moment-là. Je crois que c'est Anne-Charlotte qui a fait un peu pression. Il y a des chances. Anne-Charlotte, c'est une copine lectrice et c'est elle qui nous a poussé à lire à Cotard. C'est vraiment, enfin malgré le fait que c'est une vraie brique, c'est mon livre le plus gros d'ailleurs de l'année. J'ai pas réussi à le lâcher et je suis devenue complètement folle en le lisant quoi. Et à la fin, c'était mais tellement incroyable. Donc là, c'est du coup la 3e saga de Sarah J. Maas et on est plus dans un univers d'urban fantasy. Et on a du coup une enquête qui est menée par le personnage principal qui s'appelle Bryce, qui est une jeune femme assez mystérieuse. Voilà. Et moi, janvier, ça a été aussi le mois de mon début d'obsession. Ça a commencé en janvier? Oui. Ah oui. Qui a duré toute l'année. Parce que j'ai découvert Seule la mort attend la vilaine. Donc mon tout premier webtoon papier. J'y allais, je l'avais trouvé à la bibliothèque, donc je l'avais emprunté en me disant je sais pas du tout si ça va me plaire, mais ça me tente, donc je vais essayer. Le début de la fin. C'était le début de la fin, tout à fait. Parce que ça a été un gros coup de cœur, une addiction, vraiment. Enfin, c'est
Donc c'est du manga couleur, hein. Voilà, on est sur ce style-là. Comment vous dire? C'est tellement addictif, ça se lit tellement vite. C'est tout le temps le même genre d'histoire. En général, les webtoons, c'est des réincarnations. C'est soit elles plongent dans leur univers de livres, soit dans leur jeu, soit elles reviennent dans leur passé, mais sachant ce qui les attend dans le futur. Bref, c'est ce type d'histoire. Mais j'adore. J'adore et je ne m'arrête plus. Voilà, donc dès qu'il y a une nouvelle série de webtoons de ce style-là, un peu fantasy, romantasy, je pense. Voilà, c'est devenu une obsession. Et en janvier, je le signale juste comme ça, vous allez voir, c'est assez drôle, j'ai lu le tome 1 en anglais de Divine Rivalité. On en reparle plus tard. Oui. Février. Février. Février, ça a été le mois où je me suis lancée dans le livre audio. Voilà, j'ai lu mon premier livre audio entièrement. Et ça a été Alunia de Tiff, qui fut une très chouette découverte. Vraiment, d'ailleurs, depuis, j'ai écouté. J'ai écouté tous les livres audio de Tiff. Donc Alunia, tome 1, tome 2, le tome compagnon sur Elvira. Et puis récemment, là, tout début d'année 2025, j'ai lu Le Chant des Voiles. Enfin, écouté. J'ai écouté. Lu. Je sais pas comment on peut dire. C'est un livre audio, donc c'est particulier. Deux, ouais. Mais voilà, donc du coup, ça a été ma première expérience et c'était très chouette. Donc je me suis pas arrêtée. Et voilà. Alors de mon côté, moi ça a été le mois de la romantaisie, puisque du coup après avoir plongé dans un univers un peu dark, Crescent City m'avait donné un peu un élan là-dedans, j'avais envie d'amour et d'eau fraîche. Et je me suis lancée. En fait, Nina Quill fait un challenge romantaisie, et donc du coup c'est aussi pour ça que je m'étais un peu lancée dedans. Et donc j'ai lu ce mois-ci à Cotard 3, à Cotard 3.5, à Cotard 4, La Reine Traîtresse, Force Wing. Et en parallèle de tout ça, j'ai lu une lecture commune, Meurtre et Pépites de chocolat. Donc j'étais dans le Cozy Mystery et en même temps, j'étais dans à Cotard 4. Deux univers qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. Voilà, donc ça a été un mois intense. Je pense que je peux le dire comme ça. Mais je pensais pas que je les avais enchaînés comme ça, les à Cotard. Je pensais que j'avais laissé du temps entre les livres et en fait, pas vraiment. Voilà. Il n'y a pas que moi qui les ai enchaînés dans un mois. Mais vraiment, et ça m'a fait du bien à ce moment-là de lire ce genre de choses. Parce que le mois de février, ça a été un mois un peu hard côté boulot pour moi. Enfin, hard. En fait, il n'y avait pas beaucoup de boulot, donc c'était un peu dur à avaler. Et je pense que j'ai eu besoin de plonger dans des histoires qui avaient rien à voir avec ma vie. Enfin, je veux dire, je suis pas Vélaris, quoi. J'avais envie qu'un Cassian me souffle à l'oreille des mots doux, quoi. Voilà. Tu n'avais que la langue de Charlie. Oui. Ah, dit comme ça, c'est horrible. Non, c'est parce qu'elle me fait voilà, comment dire, des léchouilles. Des léchouilles quand je lis des scènes de smut, et du coup c'est très drôle parce qu'elle fait le avec son pelage là en même temps. Enfin bref. Février toujours, moi j'ai fait cette très belle découverte de My Lady Jane, qui a depuis été adaptée en série, mais malheureusement la série n'a pas fonctionné, donc il n'y aura pas la suite. Mais de toute façon, moi j'avais préféré le livre, donc je vous invite vraiment à lire ce livre. Je m'étais plongée dedans. Pareil, en me disant, je pense que ça peut me plaire, mais je sais pas trop, je suis pas sûre à 100%. Et en fait, j'étais à fond. J'ai adoré l'humour, très intelligemment fait. Vraiment, c'est très fin dans l'humour, beaucoup plus que ce que je pensais, et beaucoup plus que la série. Je trouve que, pour le coup, la série est très très différente du livre. Là, on est vraiment sur du young adulte, et ça m'a fait mourir de rire, et j'étais accrochée à fond. La romance... toute doudou, toute mignonne, j'ai trop aimé. Et puis voilà, revisiter l'histoire en y mettant une touche de magie parce que certains personnages peuvent se transformer en animaux. Je trouve le concept assez sympathique. Et donc ça a été une très belle surprise. Donc voilà, je voulais vous le représenter. Et c'est écrit à 6 mains par Cynthia Hand, Brody Ashton et Jodie Meadows. Et j'espère que les autres titres, parce qu'elles ont fait plusieurs titres sur des ladies, non pas des ladies justement, mais différentes Jane, Calamity Jane et d'autres, je sais plus lesquelles. Et après elles ont fait aussi sur des maris, je crois Marie d'Écosse et d'autres. Donc j'espère qu'ils vont être traduits parce que vraiment
c'est trop chouette. Mars a été des très belles découvertes aussi pour moi. La première que je prends là, c'est celui-ci. Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup, de Chloé Lume, qui m'a retournée comme une crêpe. C'est un roman en vers libre pour parler de l'avortement, mais pas que, je trouve. Voilà, c'est une jeune fille qui tombe enceinte suite à un accident. C'est une grossesse inattendue, elle a 17 ans. Bien que elle soit dans un couple tout à fait stable, ils s'aiment beaucoup, elle est dans une famille aimante, etc. Et ben ça va remuer beaucoup de choses. C'est poignant, c'est d'une justesse incroyable. Vraiment, ça se lit tout seul, c'est vraiment du vers libre, etc. Je vous le recommande à 10 000 %. J'y pense encore de temps en temps et ça m'a vraiment ouvert sur plein de questionnements, sur plein de choses. Et c'est bienveillant, vraiment ça aborde le sujet avec beaucoup de douceur et de bienveillance et de finesse dans l'analyse aussi humaine en fait de cette problématique là qui est pas simple, disons-le, voilà. Alors moi, le mois de mars, c'est un mois un peu compliqué. En fait, je pense que j'ai essayé de me retourner vers la lecture contemporaine après ma dose de romantaisie. Et ça n'a pas trop pris, parce que du coup, tout ce que j'ai lu en petits romans adolescents courts, ils étaient tous très beaux, très bien écrits, très poignants, mais dans le fond, même s'ils m'ont marqué, parce que c'est notamment celui-ci qui m'avait beaucoup marqué, Le cri du corps de Alexandre Chardin. C'est peut-être pas ce que j'avais besoin à ce moment-là, et donc du coup, voilà, je sais pas trop quoi faire de ce genre de lecture, qui d'un point de vue de lectrice, même d'éditrice, se dit waouh, c'était un texte super, mais qui m'a en fait pas tant marqué que ça en tant que lecture de l'année. Mais surtout, j'ai été tâter un peu le terrain sur la romantaisie, sur des choses un peu différentes. Et j'ai lu Le sang et la cendre de Jennifer L. Mantrout ce mois-ci. Et je crois que j'ai été tâter la limite du smut que j'accepte. En gros. Et de la quantité que j'arrive à absorber, on va dire. Ça me dit comme ça. Bref, redevenons sérieux. On entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux de celui-là. Je vois toujours comme saga préférée de plein de personnes. J'avoue que je sais pas trop quoi en faire. J'ai lu le tome 2 aussi un peu plus tard dans l'année. Et j'ai le tome 3, mais j'ose pas le commencer. En gros, ce que je reproche un peu à la saga, c'est que sur le tome 1 déjà, à la moitié, j'ai été capable de deviner toute l'action de la fin. Les seules choses que j'ai pas devinées, c'était les gros plot twists. Voilà, mais tout ce qui était un peu en fond, j'avais compris où est-ce qu'on allait et comment on y allait. Donc c'est toujours un petit peu décevant quand on voit un peu trop où vont les histoires. J'ai trouvé à la fois le début de cette relation d'amour très perturbante, après très intrigante. Il y a une vraie tension, donc voilà, j'étais rentrée dedans et tout. Et en même temps, à la fin, j'étais un peu en mode ah ouais, quand même. Ouais, mais non. Voilà, et le tome 2, encore plus. J'en parle maintenant parce que voilà, je vais pas en reparler après, mais voilà, tout tournait autour du smut et ça m'a un peu... Enfin, en fait, on faisait traîner l'histoire de fantasy pour la romance. Et en fait, je me rends compte que ça, c'est quelque chose que j'aime pas. Donc, je ne sais pas si je vais continuer Le sang et la cendre, mais voilà, du coup, ça m'a permis aussi, dans la romantaisie, d'aller un peu plus loin et de voir jusqu'où j'aime la romantaisie. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai mis un peu un stop à la romantaisie. Et moi, mon autre point fort de ce mois de mars, ça a été la découverte de celui-ci, La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, qui est un bijou, vraiment un bijou de bienveillance. Voilà, pareil, encore une fois, c'est un titre que j'ai lu parce que il me faisait très envie et en même temps, je savais pas du tout si j'allais accrocher ou pas à ce style-là. J'ai adoré. Voilà, c'est un très beau coup de cœur. Voilà, j'ai un autre titre de T.J. Klune, Sous la porte qui chuchote, là, qui m'attend. Et j'ai hâte parce que je trouve qu'il a une vision de la différence de l'homme, de l'humain, et là, en particulier de l'enfance, qui est absolument magnifique. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos de celui-ci, il me semble. Mais vraiment, je peux que vous inviter à le lire parce que
il est incroyable. Moi, voilà, c'est doux, c'est bien qu'on parle de monstres. Ben en fait non, c'est juste des gens, des enfants différents. Et c'est ça qui est mis en avant et c'est d'une douceur, l'univers et tout. Trop fan, je suis fan, voilà. J'ai commencé à la fin du mois de mars The Prison Healer. Donc je suis la première à l'avoir lu du coup. Et lisez Prison Healer. Franchement, c'est la claque quoi. Alors moi, spoiler, parce que je l'ai lu beaucoup plus tard dans l'année, mais ça a été ma meilleure lecture de l'année, la trilogie complète, voilà. Donc non vraiment puis vraiment je l'ai commencé du coup en ayant ni ton avis ni celui d'Anne-Charlotte et donc en me disant bon, je teste parce que je le voyais partout, je me suis dit allez, je l'avais pris à la bibliothèque ou alors je l'avais acheté sur Vinted, un truc comme ça. Oui, l'un ou l'autre. Non, je crois que tu l'as commencé en bibliothèque, oui, et tu l'as acheté après sur Vinted pour le finir. Oui, c'est ça. Je sentis que j'allais, je sais pas, il y avait un truc qui me disait, alors du coup je l'ai commencé en voyant des défauts dans l'histoire et en me disant c'est bizarre qu'il se passe ça, c'est bizarre qu'il se passe ça. Et en me disant, moi je veux continuer parce que l'univers est top, les personnages sont top, et en fait tous les trucs bizarres que j'avais vus c'était pour le plot twist. Donc en fait c'était pas bizarre. J'avais compris un truc, mon cerveau voulait t'emmener ailleurs. Voilà. Mon cerveau avait pas fait les liens complets des machins et avait pas été au bout de sa réflexion, mais voilà. Et donc j'avais pas le tome 2 et le tome 3 sous la main, je l'ai lu que le mois d'après, enfin un mois plus tard en fait. Mais voilà. Ouais, un dernier truc en mars, j'ai mis le premier pied dans un Sarajimas. Ah oui. Mais en audio, parce que vu tes avis sur le début de Akotar, j'avais un peu peur que ça ne me plaise pas. Donc je l'ai lu en audio en me disant je vais tester. Suite en avril. Ça fait la transition. Où là pour le coup bah, j'ai plongé complètement à Velaris. Et j'ai lu le tome 2, le tome 3 et le tome 3 et demi. Voilà, j'étais à fond et le tome 4 a été lu le mois d'après. Et là c'était fini. Là, c'était énorme coup de cœur, je ne pouvais plus m'arrêter. Je vivais à Velaris, ma tête était à Velaris, mon cœur était à Velaris pendant tout le mois, pendant plusieurs mois, même après ça. Ça a été un énorme coup de cœur, comme vous le savez, puisqu'on vous en parle très régulièrement sur cette chaîne. Voilà. Ah oui, je l'ai pas dit, mais j'ai fini aussi le mois de mars avec... En anglais. Je l'avais lu en anglais puisqu'il n'était pas encore sorti en français, évidemment. Voilà. Et donc, ça me permet de dire que en avril, après le Salon du Livre de Paris, j'ai relu Divine Rivalité, mais en français cette fois. Et en fait, je savais pas que j'avais laissé si peu de temps entre la fin du 2 bah oui, moi je pensais et pas tome 1. Et bah si, vraiment je les ai lus en fait un mois d'intervalle. En fait je les ai relus parce que bah, déjà j'avais adoré l'histoire. Et je crois que c'est un type d'histoire d'amour après le sang et la cendre quoi. J'avais besoin de... C'est pur en fait, voilà. C'est dans le sentiment plus que dans... Voilà. Et puis c'est vraiment... et puis même l'histoire à la Première Guerre mondiale, le fait qu'il soit journaliste de guerre, je pense que quelque part j'en avais pas eu assez en anglais, donc j'ai voulu le relire en français parce que je suis pas bilingue en anglais, donc voir si j'avais bien tout compris à l'histoire, et je trouve que oui, j'avais tout très bien compris à l'histoire. Et voilà. Confiance. Donc j'ai replongé vraiment dedans, et voilà. On en reparle à la fin de l'année. Et qu'est-ce que... Ah oui, alors du coup, bah, j'étais perdue toujours dans mes méandres après ma période de romantaisie. Non mais vraiment, j'ai eu, je pense, 2-3 mois un peu perdue dans ma vie. Et je me suis mise à l'urban fantasy. Chose que j'avais un peu touchée avec Crescent City, puisque j'ai commencé Kate Daniels sous les conseils de Anne-Charlotte, qui est une saga de je sais pas combien de tomes d'urban fantasy, qui est assez vieille, mais que j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai toujours pas lu le tome 2, mais il est dans ma pile à lire de janvier, donc je sais pas si je le lirai ou pas. Mais ça m'a permis d'aller explorer un petit peu autre chose pour voir ce que j'en pensais, et j'ai beaucoup aimé parce que du coup je retrouve l'univers de fantasy que j'aime bien. Il y a aussi la petite histoire d'amour en fond, mais qui est vraiment en fond, donc en fait retour à un niveau plus normal et plus acceptable pour moi que ce que j'avais lu juste avant. Enfin bon, bref, voilà. J'ai découvert ça.
J'ai fini du coup The Prison Healer, mais une des lectures qui m'a marqué ce mois-ci, c'est Noblesse oblige de Mawen Alix chez Slalom, qui est une dystopie. Et donc du coup ça m'a fait retourner sur ce genre aussi que j'avais pas lu depuis un certain temps et que j'avais beaucoup aimé. Donc là c'est une dystopie où on est de nos jours, mais la Révolution française a échoué et donc la monarchie absolue est toujours en place. Et on suit Gabrielle qui va participer à une émission de télé-réalité. Voilà. Monarchie, télé-réalité, c'est assez drôle, pour trouver quelqu'un, parce qu'elle est de basse société, pour trouver quelqu'un de noble, pour pouvoir se marier. C'est un truc matrimonial, quoi, une émission matrimoniale. Et en fait, elle va intégrer cette émission en étant une espionne, dans le but de faire tomber la monarchie. Voilà, c'était un roman très surprenant. Il y a un moment, effectivement, un petit switch au milieu de l'histoire, où on tombe vraiment dans la noirceur humaine et en fait ça questionne énormément la société patriarcale si on avait gardé cette monarchie absolue, et donc du coup ça va dans des questions assez dures, mais ça reste, voilà, il n'y a pas non plus de description crue, y a pas, ça reste quand même assez, quelques scènes un peu dures, mais voilà, ça questionne énormément. Et la bonne nouvelle c'est qu'il y a un tome 2 qui sort là au mois de mars ou avril, je sais plus. Donc j'ai hâte de lire. Après ma plongée dans Vélaris, je voulais quand même revenir sur du contemporain ou des choses là. Et j'ai enfin sorti de ma palle Nous traverserons des orages, qui attendait depuis un petit moment, de Anne-Laure Bondou, et grand bien m'en a fait parce que ça a été une claque, littéralement, vraiment. J'ai découvert la plume du coup de Anne-Laure Bondou à travers ce livre, et quelle plume! Franchement, vraiment, donc c'est on vous en a déjà parlé aussi, hein. C'est une fresque historique qui traverse tout le 20e. 20e. Ouais, c'est ça, le 20e siècle. Et qui passe en fait de génération en génération à travers la figure d'un homme, donc de père en fils en fait. Et pour montrer en fait la transmission de la violence qui se transmet voilà, de génération en génération. Et avec tout ce contexte historique qui n'aide pas non plus à l'éradiquer, à l'empêcher. Voilà, c'est extrêmement bien fait et juste waouh. Voilà, c'est pas un livre facile, mais important. Ouais, nécessaire selon moi. Voilà, j'ai adoré. Ce qui nous amène à mai. Alors bah moi le mois de mai j'étais toujours dans ma quête la nouvelle remontée. Qu'est-ce que j'allais faire, et je continue un peu dans le contemporain, et il se trouve que le mois d'avant on avait lu Check and Mate de Ali Hazelwood, et je m'étais dit bon allez je tente la romance adulte. Et j'ai commencé par The Life Hypothesis. Je l'ai commencé très précisément sur un banc au soleil dans un parc dans Paris. C'est très précis, je me souviens, je cherchais longtemps mon banc qui était à l'ombre et un peu au soleil, mais quand même pas trop au soleil, machin. Bref, j'ai un très souvenir très marqué, donc ça veut dire que la lecture m'a marqué aussi. Moi qui suis pas du tout romance pure, j'ai bien aimé, voilà. Mais parce qu'il y a un contexte, l'univers de la science, parce qu'il y a aussi un message hyper féministe qui est passé, parce que... Adam tout court, hein, il y avait tout un contexte qui faisait que effectivement ça devait me plaire, voilà. Et je n'ai pas encore lu la suite, enfin les autres, mais j'ai Love on the Brain dans ma palle. De mon côté, j'ai continué avec les grosses claques. Et pour le coup, là, c'est une recommandation qui m'avait été faite de lire Des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andréa. Et très bonne recommandation, merci Pascaline, parce que ça a été, comme je vous l'ai dit, encore une claque en fait. Un texte extrêmement bien écrit, très fort. J'ai au moins une dizaine de citations que j'ai chopées dans ce livre. J'ai été happée, vraiment. Au début, alors c'est vrai que je savais pas si c'était ce que je voulais lire à ce moment-là. Je me souviens que j'avais lu pas mal de gros romans, etc. Et je savais pas si c'était du contemporain qu'il me fallait, ni de l'adulte d'ailleurs. Et ben en fait j'avançais, au début j'avais du mal à accrocher, et puis à chaque fois ces fins de chapitre par contre elles m'accrochaient.
Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête là et j'y reviens plus tard? Bon, bah, j'ai continué et puis je l'ai fini, je crois, le lendemain matin. Tellement j'ai été happée vraiment dans cette histoire. Une fois qu'on commence en fait et qu'on est dans le... Voilà, c'est un homme qui nous raconte sa vie dans un orphelinat assez macabre, voilà, bien sombre et qui nous dépeint un peu la noirceur humaine aussi qu'il a vécu là-bas. Et c'est bouleversant. Et bouleversant d'humanité surtout. Et c'est ça qui m'a plu. C'est vrai que moi, les univers macabres, sombres, etc., je suis pas fan. Et si je sens qu'en fait, il n'y a pas de lumière, ça va me déprimer, je vais détester le livre. Là, c'est plein d'espoir, c'est plein de lumière, voilà, dans cet univers hyper sombre, hyper violent, hyper... même, il y a de la violence physique, mais pas tant que ça, c'est surtout psychologique. Mais pouf, et puis avec une plume tellement poétique que vraiment c'est incroyable. J'ai beaucoup aimé. Donc je n'ai rien lu d'autre pour l'instant de Jean-Baptiste Andréa. Peut-être il faudrait que je me penche sur celui qui a gagné le prix Goncourt. Mais en tout cas c'est celui-ci qui m'avait été recommandé et que j'ai lu du coup et qui a été une pépite de mon année, qui m'a vraiment marqué. Et alors toujours en mai, et ben c'est là que j'ai lu le tome 1 de Kéléana. Je pensais que c'était un peu plus tard dans l'année, mais non. Et je dirais que là, j'ai compris ce que j'aimais du coup vraiment en fantasy. Parce que je pense, donc là j'en suis actuellement au tome, je viens de finir le tome 5. Je pense que Kéléana rentre dans mon top 3 de mes sagas fantasy préférées de l'univers. Voilà. Voire c'est peut-être la numéro 1. Voilà, j'attends de voir la fin pour te dire. Je vais être hyper déçue par la fin, mais franchement ça m'étonnerait. Et pourtant, le tome 1, j'avais vu beaucoup de gens qui avaient beaucoup aimé Akotar qui disaient que Kéléana, ouais non, le 1, voilà, c'était pas très intéressant. Et en fait, moi dès le 1, j'ai accroché au personnage, j'ai accroché à l'histoire, j'ai senti qu'il y avait en fait une histoire beaucoup plus profonde que l'histoire qui était racontée dans ce tome 1 qui reste en fait, c'est l'histoire de Kéléana et au moment où ça commence enfermée dans une prison qui n'est pas simplement une prison mais où on meurt d'esclavage en fait, et elle est récupérée par le roi et son second, enfin le chef de son armée royale, je sais pas comment on appelle ça, pour participer à un tournoi, puisque le roi, donc le père du prince, veut récupérer, enfin veut avoir un assassin qui s'occupe pour lui voilà, de la basse besogne, et donc il organise un tournoi, le tournoi des champions, et du coup le prince présente Kéléana comme sa favorite, on va dire, enfin la personne qui va participer au tournoi en son nom. Et voilà, et c'est l'histoire de ce tournoi. Et en fait, très rapidement, on voit qu'il se passe des choses un peu étranges. On comprend qu'on est dans un monde de fantasy où il s'est passé des choses des années plus tôt et que voilà, il y a un équilibre qui est un peu précaire. Et voilà, et c'est parti. Et vraiment, j'avais déjà beaucoup aimé tout de suite ce tome 1. Et voilà, le personnage de Kéléana est un des personnages féminins les plus badass que j'ai jamais lu. Et on le comprend un petit peu sur le tome 1 et voilà, au fur et à mesure on le sent encore plus évidemment. Mais ça a été pour moi aussi la découverte de Siècle Vaillant avec Plein Ciel. Et encore une fois, une grosse claque. Alors pour le coup ça n'a pas été une surprise parce que je m'attendais à ce que ce soit ça. Parce que j'en avais entendu vraiment beaucoup de bien et j'ai eu au final le même avis que ce que j'avais entendu. Mais vraiment, mais quelle... voilà. L'ingéniosité de l'univers, les personnages hyper travaillés, vraiment dans les caractéristiques, la façon d'être. Alors il y en a plein, en fait je pense que c'est dans ce livre là qu'il y a vraiment tous les personnages sont gris. Il y en a qui... Alors non, il y en a... Non, il y en a qui sont vraiment très noirs. Non, oui, non. Mais même en fait, tous les héros, etc., il n'y en a aucun qui est complètement pur, sain d'esprit, etc. Enfin, ils ont tous un côté un peu torturé, un peu
je saurais pas comment dire, mais ouais, la complexité humaine, en fait, elle se retrouve dans chacun des personnages principaux, en tout cas. Et c'est très très bien fait. Et j'ai adoré quoi, enfin, voir ça, même dans les amitiés, etc. Et ils ont chacun vraiment leur personnalité. Bref, et puis cette plume absolument fantastique. C'est une grosse bête, mais alors je crois que je l'ai quand même dévoré. Une fois que j'avais passé le début qui était un peu complexe où il faut rentrer dedans, c'était fini après. je l'ai dévoré. Voilà. Donc, et depuis d'ailleurs, j'ai lu tout ce que Siècle Vaillant a pu faire paraître. Et je pense que à chaque nouvelle parution, je serai là, au taquet, en librairie, pour le découvrir encore une fois. Et toujours en mai, de mon côté, j'ai lu aussi Nous traverserons les orages, puisque après la vie de Marie, déjà la couverture m'avait beaucoup appelée au moment de sa sortie, je m'étais un peu retenue pour l'acheter. Et en fait, après la vie de Marie, je me suis dit c'était exactement le genre d'histoire moi qui me touchait beaucoup. Et je pense que c'est ma meilleure lecture de contemporain de l'année. Parce que en plus le côté historique, enfin moi ça me parle beaucoup sur l'histoire du XXe siècle. J'ai fait des études d'histoire et je me suis spécialisée sur le XXe siècle en 3e année de licence. Donc du coup ça a résonné aussi avec beaucoup de choses que j'avais vues dans mes études. Et du coup le voir, enfin je me suis rendu compte à quel point faire des romans de fiction où on intègre l'histoire, c'est donner vie à l'histoire et voilà, ça remet aussi les choses un peu à leur place sur certains sujets. Et oui, et le propos sur la violence, magnifique. Magnifique. Juin, mon ami. Alors j'ai commencé moi le mois de juin avec une petite déception, je l'avoue. Après mon énorme coup de cœur pour, c'était quoi? Book Lovers de Emily Henry en 2023. Bah oui, du coup. J'ai voulu tenter un nouveau Emily Henry, People We Meet on Vacation, malgré l'avis négatif de Claire et d'Amélie, une autre amie. Et ça a été en effet une déception aussi pour moi. Je n'ai pas du tout retrouvé tout ce que j'avais aimé dans la plume, les histoires, les personnages de Emily Henry, de Book Lovers. Et donc voilà, j'avoue que celui-ci, je suis un peu passée à côté. J'ai trouvé que, en fait, il y avait juste ces deux personnages et qu'il y avait une intrigue qui était pas... Enfin, ça tombait à plat, en fait, complètement. Et voilà, j'ai pas été accrochée à leurs difficultés. Je trouvais qu'ils se mettaient des bâtons dans les roues pour rien. Et il n'y avait pas du tout ce côté estival en plus qu'on attend d'une romance d'été. Donc voilà. Mais, stay tuned, j'en ai lu d'autres. Et j'ai retrouvé la plume d'Emily Henry que j'aimais. Alors de mon côté, au mois de juin, c'est mon anniversaire. Et donc cette année, pour le jour de mon anniversaire, j'ai pas travaillé. Je me suis offert une petite journée pour moi toute seule. Et j'ai été à la Fnac, j'ai acheté un livre. Ensuite j'ai été au Renard Café, je me suis assise, j'ai commandé ma boisson, ma petite pâtisserie et j'ai commencé mon livre. Et ce livre c'était Un thé avant la tempête de Hafsa Faisal. Je sais pas si je le dis correctement, qui est du coup un tome 1, je sais pas, alors je me suis posé la question là, il y a 2 jours, je sais pas où en est le tome 2. C'est un tome 1, c'est pas un one shot? Non, non, c'est pas un one shot. Même si il y a une histoire, enfin il y a des choses qui se concluent, donc voilà, mais non, il manque une partie de l'histoire. Donc voilà, je sais pas où en est le tome 2. Et voilà, je m'étais offert vraiment un beau livre, quoi. C'était mon cadeau à moi-même. Et du coup, ça m'a beaucoup marqué parce que voilà, je l'ai lu peut-être pas en 24 heures, mais en 48 heures pour l'occasion. C'est une histoire de casse à la Ocean Eleven, si vous aimez bien ce genre de film. C'est vrai que c'est une ambiance que j'avais jamais vraiment lue. Et je sais qu'il y a Six of Crows dans cette ambiance-là qu'il faut que je lise aussi. Mais les films comme ça, j'adore. Les plans qui se montent et puis en fait, donc le spectateur dans les films et dans les livres, le lecteur est pas au courant de tous les tenants et les aboutissants du casse. Et puis au moment du casse, on se rend compte de toute la complexité du plan, des trucs qui étaient cachés. J'adore. C'est vraiment ça, c'est vraiment les intrigues qui me font vibrer, quoi. Donc voilà.
tu sais, pour avant la tempête, et puis bon, voilà, le titre, la couverture, bref, tout m'appelait. Et c'était une très bonne lecture, c'était pas un coup de cœur au final. C'est vrai que lire un casse et regarder un casse, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas tout à fait la même chose, mais je retenterai d'autres livres avec des casses parce que vraiment, voilà. Et l'univers était, on sent qu'il y a quelque chose derrière, et justement, je pense que c'est le tome 2 qui va permettre d'aller un peu au-delà. Que j'avais trouvé assez intéressant avec je sens des questionnements aussi intéressants, notamment autour du racisme, des choses comme ça, ouais, de l'impérialisme anglais qui est un peu remis en question, parce que un parallèle avec le Commonwealth, enfin voilà, hyper intéressant, mais en tout cas voilà, c'est un peu la lecture qui a marqué ce mois de juin. Et ben moi, en juin, j'ai eu le Covid, donc j'étais à plat, chez moi, dans mon lit. Et du coup, il me fallait une lecture très prenante. Et je me suis lancée dans Fourth Wing. Voilà. Et je crois que en une semaine de maladie, j'ai enchaîné le 1 et le 2. Que j'ai lu d'une traite. Voilà. Parce que j'étais complètement... Mais je n'étais plus malade dans mon lit. J'étais à Basgiath en train de me battre à d'autres dragons. Voilà. J'ai rencontré Xaden et toute sa clique. Ça a été mon honneur. Et bref, j'étais à fond. Et la fin du tome 2 m'a détruite. If you know, you know. Et Claire n'est toujours pas à ce point-là. Non, il est là, il terrible. Il attend. C'est terrible parce que du coup, je ne peux pas lui en parler. Et ça me tue. Normalement, si tout se goupille bien, je le lis le week-end prochain. Yes. Mais je suis pas sûre que ça va se goupiller, donc... Faites que ça se goupille, hein. Parce que là, en plus, il y a le 3 qui sort bientôt. Je pense que je vais pas résister et je vais l'acheter en anglais. Alors, pas en janvier parce que j'essaye de faire un no-buy total sur le mois. Mais en février, il va passer, je pense. Parce que vraiment, univers incroyable en fait. Tellement cinématographique, tellement addictif. Vraiment, on est plongé dedans. Et alors, je suis très contente d'avoir lu le 2 d'une traite. Parce que je pense que si j'avais... parce qu'il est quand même très dense avec une grosse première partie qui, maintenant que j'y repense, peut être vue comme chiante. Oui, je comprends totalement les avis qui disent que c'est relou, c'est chiant. Mais en fait, je l'ai tellement lu d'une traite et j'étais tellement à fond dans l'univers et j'avais encore le 1 bien en tête puisque je venais littéralement de le finir. Que du coup elle m'a pas du tout, enfin ça m'a pas du tout dérangée. Et puis alors la partie 2, voilà, c'était fini. Enfin bref, trop à fond quoi, à fond. Donc ça c'était, ouais. Du coup j'ai lu les 2 tomes d'une traite et depuis j'attends. Et puis moi sinon en juin j'ai lu Kéléana tome 2 et les nouvelles. Donc moi personnellement, je conseille de lire les nouvelles après le tome 2. Après chacun fait comme il veut, il y en a qui veulent commencer par les nouvelles. Je trouve ça beaucoup plus intéressant de les lire après le tome 2. Mais bon, chacun fait comme il veut. Juillet, nous arrivons au mois d'été. On a le même je crois. Ah, alors juillet, hein. Mais en même temps l'ambiance était parfaite. Hein. Oui. Juillet, c'était Dark Shores. Et Dark Skies pour moi, j'ai lu les deux le même mois. J'ai lu les 2 à la suite moi, donc... Ouais. Moi pas tout à fait à la suite mais assez rapproché. Danielle L. Jensen. Ouais, franchement. La queen du double point de vue selon moi. Vraiment. Et des personnages qui évoluent de tome en tome, qui ont une vraie profondeur. Ouais. Et puis même là, l'intrigue de Dark Shores en particulier. Oui. Ouais. Et de tome en tome, elle s'épaissit, elle va beaucoup plus loin. Alors c'est très young adulte au début, et puis je trouve que plus ça va, et plus... La fin du tome 3 était... On tourne presque vers l'adulte, je trouve. Ouais. Non, vraiment, si vous avez lu Le Pont des Tempêtes et que vous avez bien aimé, vous dites, ah, c'est de la young adulte, je sais pas. Non, allez-y, franchement... hyper intéressant, et c'est ce qu'on se disait la dernière fois, ce qu'elle met dans celui-là qu'elle n'a pas mis dans notamment Le Pont des Tempêtes, c'est le côté un peu magique. Là il y a de la magie, voilà, il y a pas juste il y a l'univers politique parce que très important, et à côté il y a aussi la magie qui vient s'en mêler. Il y a la romance. Voilà. Donc
Ouais, et puis moi vraiment, dans ce tome 1, le côté conquérant romain qui arrive dans un nouveau continent et qui veut s'imposer et prendre les rênes du nouveau continent alors que les mecs ils débarquent de nulle part. Enfin voilà, hyper intéressant. Ouais, elle a vraiment des ambiances pour chacune de ses séries. Et là, c'est vrai que en plus, on est dans des ambiances très différentes du tome 1, tome 2 et tome 3, encore autre chose. On nous emmène au confond de l'univers. Donc, non, très très intéressant, très varié, très rythmé. Vraiment, on a envie de savoir. Ils sont difficiles à lâcher une fois qu'on est dedans. Un peu comme Kéléana, ça fait partie des livres où vraiment j'ai pas réussi à m'arrêter. Et en fait, je me suis retrouvée le soir à enchaîner des pages parce que j'avais envie de savoir, quoi. Donc, c'est une sorcière. Et moi, alors j'ai 2 autres aussi en juillet dont je voulais vous parler. C'est Émilie Henry, le grand retour. Après la déception de People We Meet, du coup, j'ai lu Happy Place. Et j'avoue que c'était pas celui qui me tentait le plus dans sa bibliographie. Mais je l'ai tenté quand même. Et ça a été un très beau coup de cœur. Parce que donc c'est une romance seconde chance. J'en avais pas encore lu, donc je ne savais pas si j'allais aimer. J'avais peur, j'avoue, de ne pas aimer ce type de trope. Et en fait, elle l'a tellement bien fait que j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, il y avait, contrairement à People We Meet, il y avait tout en fait les amitiés autour et les personnages autour qui ont aussi de l'importance dans l'histoire, qui ont aussi leur histoire. Et du coup, ça renforçait tout le roman et toute la fin, etc. Bref, j'ai beaucoup aimé Happy Place. Donc vraiment une romance estivale comme on les aime. Enfin, comme je les aime. Et alors moi je m'en gardais un, je devais partir en week-end au bord de mer. Et donc du coup il y en a un que je m'étais mis de côté en disant je le lirai en bord de mer au soleil. Il a plu tout le week-end. Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, de Clara Hérault. Bon bah après nos plus belles années et l'effet boule de neige, voilà. Autrice que on achète les yeux fermés. Oui, complètement. Et celui-ci en particulier m'intriguait beaucoup parce que du coup c'est l'histoire de 2 sœurs, le temps d'un été où tout explose en fait. Et elles vont dans le sud de la France, du côté de Biarritz, elles sont à Anglette, ouais. Voilà, une ambiance qui me parlait beaucoup, ayant passé quelques étés à Biarritz. Et j'étais voilà, très intriguée par cette histoire entre les sœurs et en fait très beau, alors très dur. Très dur, il y a des passages très poignants. J'ai pleuré dans le train du retour de mon week-end en lisant le livre. C'était un peu... J'étais sur un 4x4. C'était difficile de tous les points de vue. Mais vraiment c'est une lecture qui m'a beaucoup marquée, qui m'a beaucoup parlé aussi, qui m'a rappelé un peu mes années étudiantes et la pression qu'on peut avoir sur les épaules quand on est étudiant. Bref, vraiment pareil, roman nécessaire, je trouve. Santé mentale, différence, inclusivité, tout ça. Ouais. Donc, hâte d'avoir le 4e roman de Clara. Bientôt, elle a annoncé juin. Ouais. Moi, je voulais aussi vous parler d'un manga cette fois. Hein, une jolie découverte manga que j'ai faite. C'est Sands of Life. C'est de qui? Amu. Sands of Life, ça a été une très belle surprise. Parce que j'y allais juste pour tester. Je m'étais dit pourquoi pas un manga qui parle de musique, de tradition, etc. Et vraiment très chouette. C'est donc un jeune garçon qui, dans un lycée, alors c'est pas lui, c'est un autre, voilà, il est là, lui, qui fait partie d'un groupe de koto, cet instrument un peu particulier, traditionnel. Et sauf que dans le groupe, donc c'était le seul gars, et toutes les jeunes filles avec qui il faisait du koto ont fini leur lycée et donc s'en vont. Donc là, il démarre l'année tout seul à essayer de tenir son club et à recruter du coup des personnes pour faire partie du club avec lui. Et il n'est pas très bien vu, il est un peu rabaissé par les autres gars, donc il y a aussi cette ambiance-là qui est mise en place. Et il y a une sorte de rebelle qui va arriver dans le lycée, lui, du coup. Il est vu
comme un rebelle, comme quelqu'un qui a fait de la prison, qui est violent, etc. Et en effet, il a un caractère de feu, on va dire ça comme ça. Et donc au début l'autre il en a un peu peur. Et en même temps lui il va vraiment vouloir rejoindre le club de manière très sérieuse pour des raisons qui lui appartiennent et qu'on découvre au fil de ce premier tome. Et du coup voilà, il y a une sorte d'amitié qui va commencer à se faire autour du Koto aussi. Bref, j'ai trouvé que c'était très bien vu, très bien amené. Et les personnages sont hyper intéressants et j'ai hâte de voir un peu plus justement de leur personnalité, de comment leur amitié va évoluer. Puis surtout qu'à la fin, il y a une jeune fille un peu bizarre. Enfin, au caractère encore très différent mais particulier. On sait pas trop du coup comment elle va interagir aussi avec les deux autres. Bref, ils ont tous en fait leur personnalité bien à eux et j'ai hâte de voir comment ça va, voilà, comment tout ça va interagir dans aussi cet univers lycéen et avec autour du Koto et de cette tradition que moi j'aime beaucoup découvrir aussi. Donc voilà, une très chouette surprise découverte manga, je vous recommande. On passe au mois d'août. Oui, Mois à la d'août. romance. Le mois de la romance. Alors, de mon côté, j'ai lu pas mal de romances. J'ai lu L'infini entre nous, Meet Me at the Lake en anglais, L'été où ma vie a changé, Code, enfin bref, j'ai lu plein de choses. Mais la romance que je retiens de mon été, il y avait Love and Luck aussi, que j'avais beaucoup aimé. Ben, celui que je retiens, c'est Recettes cubaines pour guérir un cœur brisé de Laura Taylor-Nemé chez Comet. Plus qu'on a lu en Angleterre. Oui. En même temps. Et franchement... Cœur. Ah ouais, vraiment. Vraiment, tout était juste. Alors, au début, j'ai eu un peu peur parce que l'héroïne m'a énervée très rapidement. Et en fait, elle fait une très belle évolution et c'était très beau à voir. Et puis voilà, tout est juste, c'est moderne, c'est des discours qu'on a envie d'entendre aujourd'hui, qui sortent un peu des discours qu'on a pu entendre pendant des années. Vraiment trop chou. En plus, c'est gourmand. Vraiment. C'est Oui. en Angleterre, donc vraiment l'ambiance est top. Ouais, c'est vrai que les deux romances aussi qui m'ont marqué, c'est celle-ci. Et puis Beach Read, comme dans un roman d'été de Émilie Henry, qui est une romance qui parle d'écrivains et qui est absolument incroyable, que j'ai adoré. Je pense qu'il fait partie de, voilà, avec Happy Place et puis Book Lovers, c'est vraiment le trio gagnant d'Émilie Henry pour moi, topissime. Mais ce dont je voudrais vous parler, moi, c'est que en août, j'ai lu mon premier livre de ma box Fairy Loot, qui est une box américaine que je reçois tous les mois et qui fait des versions collector, des beaux livres avec plein de goodies absolument incroyables. Ah oui, il y a des petites cartes avec les personnages. On a de l'or sur les gardes, c'est magnifique. Voilà, des jaquettes réversibles. Bref, des éditions collector de toute beauté. C'était le premier livre que j'ai reçu d'eux. Et ça a été une chouette découverte, une chouette surprise surtout. J'avoue que l'histoire me tentait bien. C'est voilà, réécriture de contes qui s'amuse un petit peu à mélanger d'ailleurs les contes et à faire un peu un hommage à la forme du conte de Kalin Bayron. Et en même temps, donc le pitch me tentait vraiment beaucoup et en même temps ce que j'avais entendu d'autres titres de cette autrice m'avait pas tenté plus que ça. Donc j'y allais un peu sans trop savoir si j'allais accrocher ou pas. Et à ma grande surprise, j'ai plutôt bien accroché, au point que j'ai du coup été chercher les autres titres de cette autrice pour les découvrir en français. Voilà, donc celui-ci n'est pas encore traduit en français, Sleep Like Death. Normalement la couverture, j'ai retourné la jaquette, mais elle ressemble plus à ça. Voilà. Mais du coup ça a été vraiment une chouette découverte. Moi qui aime beaucoup la forme du conte. Voilà, quand il sortira en français, je vous le recommande du coup. Ou même si vous lisez en anglais. Et puis, en août, j'ai enfin
sorti un livre de ma palle qui y était depuis très longtemps, du thé pour les fantômes de Chris Wiklisevich. Voilà, la vie de Claire me faisait très peur. Donc j'ai retardé le moment où j'allais le lire. Et en août, je pense que les vacances, l'été font que j'ai l'esprit peut-être un peu plus libre de lire des livres plus contraignants qui vont, voilà, auxquels il va falloir que je m'accroche parce que c'est complexe. Et effectivement, c'était complexe. C'était complexe, j'en ressors en me disant, enfin je pense que il y a un passage en particulier au milieu du livre qui m'a vraiment accrochée, où là je me suis dit, ok, c'est un passage en vers libre qui retourne un peu, je trouve, l'histoire et nous donne pas mal de clés pour comprendre. Et à partir de là, je me suis dit, ok, maintenant je sais où je vais. Bon, après elle m'a reperdue. Mais... mais en tout cas, il y a ce passage-là où vraiment je me suis accrochée. Et puis de temps en temps aussi des éléments où je me raccrochais à l'histoire, je voyais où on allait, etc. Mais dans l'ensemble, quand même, alors j'admire la plume, vraiment exquise, incroyable. Mais en même temps, c'est pas un coup de cœur, c'est même pas un livre que je relirais tellement ça a été complexe. Mais voilà, pour moi c'est plus un exercice de style et c'est pas forcément du coup le genre de livre auquel j'accroche vraiment, même si j'admire et je pense que c'est intéressant, mais voilà, moi j'ai besoin d'histoires en fait qui m'accrochent, où je sais qu'il y a un début, un milieu, une fin, j'arrive à suivre le fil, même si on me perd de temps en temps, même si voilà, je peux décrocher à certains moments, j'ai besoin de ça, et là je l'ai pas eu en fait, voilà, c'était trop fantasmagorique pour moi, beaucoup de noirceur, très sombre aussi, et ça voilà, c'est poisseux, ça part dans des images voilà, qui me parlent moins, moi personnellement. Donc voilà. Mais j'admire la plume et je pense qu'il faudra quand même que je tente sa romantaisie Porcelaine sous les ruines, qu'elle écrit sous un autre pseudo, Ada Vivalda, parce que j'ai quand même aimé sa plume. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même une noirceur, un côté très sombre dans ses écrits, auquel peut-être j'adhère moins. Mais voilà, je l'ai enfin sorti de ma palle. Et alors, de mon côté, au mois d'août, au milieu de toute cette romance, j'ai lu aussi de la fantasy. J'ai continué avec Eleana, avec le tome du coup 3. Et surtout, j'ai lu Gods of Men, qui du coup est le tome 1 d'une trilogie de fantasy. Alors là, pour le coup, on est sur de la vraie fantasy, même s'il y a aussi une petite romance, mais alors elle est plus qu'au second plan. Et Slow burn. ouais, slow burn. Et cette histoire m'a énormément marquée. Voilà, après coup, sur le coup, j'ai eu un petit questionnement en automne en me disant est-ce que vraiment je lis la suite ou pas, parce que c'est pas tout à fait mon genre d'habitude. Et en même temps, l'histoire elle m'a tellement marquée que j'ai envie de savoir. Et surtout, voilà, on m'a parlé de cette saga, donc je sais que ça va. Le tome 2 va autre part géographiquement. Je suis très curieuse de voir aussi l'univers se développer. Mais voilà, là on a un méchant qui est méchant, quoi, qui est cruel au sens vraiment pur, et qui m'a vraiment voilà. D'habitude les méchants sont très méchants, ils sont très noirs, machin, mais là vraiment on était sur un niveau au-dessus de tout ce que j'avais lu jusque maintenant. Et puis après je sais pas, il y a une ambiance qui m'avait énormément marqué. C'était une histoire assez dark, c'est une fantasy qui était assez dark, même si c'est pas de la dark fantasy au sens pur du terme. Ça m'a pas du tout dérangé de lire ça au milieu de l'année. Voilà. et le personnage était très important et l'histoire très... Voilà, c'est autour de la musique notamment, puisque c'est l'histoire d'une jeune fille qui, quand elle était ado, je crois, enfin, pas très âgée en tout cas, elle utilise sa magie pour jouer de la flûte, je crois. Et en fait, sa magie endort tout le monde et par accident, elle tue sa petite sœur. Et donc du coup, elle est... excommuniée, on va dire, du pays. Son père essaye de la sauver, son père est le roi, et on va la suivre adulte des années plus tard, où en fait tout ce passé va un peu ressurgir et tout va tomber un peu à l'eau, et elle se retrouve dans une quête qu'elle n'avait pas prévu de faire. Et
Et ouais, vraiment, je suis très très curieuse de lire le tome 2 et le tome 3, mais en tout cas, le tome 1 m'avait assez marqué. Septembre. On passe à la rentrée. Alors septembre a été un petit mois de lecture pour moi, ouais, j'avoue. La rentrée a été un peu dure. Le côté rentrée, j'avais aussi beaucoup de livres à lire pour le boulot. Et du coup, c'est vrai que dans mes lectures perso, j'ai eu du mal à me plonger dans quelque chose. Mais il y a quand même eu des bonnes lectures, des très bonnes lectures. Et ben de mon côté, j'ai continué un petit peu avec la romance. J'ai un peu fait traîner en septembre, donc j'ai eu La théorie des couleurs qui sortait fin août. J'étais dégoûtée qu'il sorte que fin août. De Mazet Endings chez Comet. Et qui a été le petit truc qui m'a accompagnée à la rentrée et qui était tout doudou, chouchou et tellement bienveillant et drôle. Et voilà, il y avait tout ce qu'il fallait pour être tout bien. Et c'était une très bonne lecture de fin d'été. Enfin vraiment, j'ai adoré. On vous en a déjà parlé, mais voilà, on parle aussi de différences puisque elle est hyperactive. C'est ça, et lui est autiste. Donc du coup on va aussi tâter des personnages assez différents de ce qu'on a d'habitude et qui sont voilà, et qui, du coup ça permet de parler de plein de sujets, notamment la différence, et c'était très très chouette. Et c'était très bien fait. Ouais. Je l'ai lu le même mois, ça a commencé mon mois de septembre aussi. Ouais, très chouette lecture. C'était une bonne lecture de fin d'été. Et sinon, bah, du coup, moi j'en ai qu'un seul à vous, vraiment, qui a marqué mon mois de septembre. Et c'est 17 ans à jamais. Voilà, Gaël Aymon, vous savez, je vous en ai déjà parlé, ça a été découverte coup de cœur de l'année dernière. Et j'ai continué à lire plusieurs de ses livres cette année, et celui-ci notamment a été un énorme coup de cœur. Incroyable, incroyable, vraiment. En fait, un peu comme... alors, un peu comme oui et non, Nous traverserons des orages, c'est-à-dire qu'on passe, on traverse aussi le XXe siècle, à peu près. Mais pas du tout le même sujet, pas du tout la même plume. Là, on est voilà, deux univers très différents, c'est juste le seul point commun, c'est ça, c'est qu'on traverse le XXe. Et là, on suit Marthe, qui vit dans la France occupée de la Première Guerre mondiale, donc nord de la France, et qui décrit ça. Donc déjà, moi, c'était un contexte que je ne connaissais pas, et que j'avais jamais rencontré dans aucun roman, et dont on parle pas forcément quand on étudie la Première Guerre mondiale. C'est pas de ça qu'on parle. Donc ça, déjà, c'était hyper intéressant au niveau historique. Je trouve qu'en plus il a fait un travail de recherche incroyable pour nous plonger dans cette atmosphère-là, dans la vie à cette époque-là. Et en fait, cette jeune fille va tomber amoureuse et va offrir à André, et oui, évidemment, elle va offrir à André, au moment où ils doivent se séparer et où lui part, son reflet, en lui disant voilà, garde mon reflet avec toi, il te protégera, machin. Qui n'était a priori qu'une forme parlée, finalement a été vraiment vécue, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, Marthe ne vieillit plus physiquement, et elle ne peut plus se voir, elle ne voit plus son reflet dans aucune surface réfléchissante ou quoi que ce soit. Voilà, et du coup, on sait dès le début qu'elle a traversé le XXe siècle, donc je ne vous spoile rien en disant ça, et c'était absolument incroyable. Enfin, vraiment, plume incroyable. La façon dont il a tissé son histoire, il y a certains moments on pourrait dire oui, mais du coup c'est une histoire d'amour où ils sont à distance. Oui. Et en même temps, en fait, elle vit tellement des choses dans toute sa vie, en fait, qui sont fortes, traverse des périodes historiques, et donc elle nous raconte tout ça. Et puis finalement elle vieillit, même si physiquement non, en fait voilà, intérieurement elle vieillit, et donc c'est très beau de voir ça. Bref, je ne vous en dirai pas plus, mais lisez-le, vraiment, pépite. Si, quand même, sur le mois de septembre, en fait j'ai peu lu, mais j'ai eu des très très bonnes lectures parmi tout ça, puisque j'ai lu De délicieux enfants de Flore Vesco. Voilà, donc réécriture du petit poussé. Flore Vesco atomise complètement le genre de réécriture de contes. C'est incroyable. Elle fait un truc dans son début de roman qui m'a fait relire le début.
à un moment parce que je me suis dit waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer, j'ai rien compris en fait. Et en fait si, j'avais très bien compris et elle est très 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 douée, vraiment. La fin peut laisser un peu voilà, peut faire un peu réfléchir et on peut se dire oh, je suis pas sûre d'avoir compris, toujours. Il y a un côté un peu onirique dans ce qu'elle écrit et en fait elle met énormément de modernité et du contemporain dans ses contes qui ont maintenant pas mal d'années. Et donc du coup elle retourne un peu les situations et là elle parle de la femme avec du désir de la femme avec sacrée force. Voilà, vraiment une claque. Et le deuxième aussi, c'est La Bénite Césarée de Lise Chrysler, qui m'avait beaucoup marqué au moment de sa lecture. Livre très surprenant. Je pense qu'il fait partie du top 3 des livres qui m'ont le plus surpris dans l'année. Je sais pas. Enfin, je m'attendais pas à grand chose parce que je l'ai lu très rapidement après sa sortie, donc il y avait pas encore vraiment d'avis qui était sorti, donc je me suis vraiment laissée porter. J'étais entièrement attirée par le fait que c'était Empire romain. Voilà. Oui. C'est ça qui m'a lancée dedans. C'est un livre où tout est gris. Voilà, on a une héroïne qu'on comprend pas très bien et qui en fait a une part de noirceur très forte à l'intérieur d'elle. C'est un livre qui alterne le aujourd'hui et le passé et en fait on comprend comment est-ce qu'elle s'est retrouvée là parce qu'il se trouve qu'elle est impératrice de son royaume et qu'elle est hyper puissante mais qu'elle n'a aucun pouvoir politique et que pendant tout le tome elle va essayer de retrouver son pouvoir politique. Donc c'est vrai que ça pose un peu question de comment est-ce qu'une femme aussi puissante peut se faire écraser comme ça par un petit troupeau de sénateurs dégoûtants. Voilà, c'est un peu ça. et voilà, et elle monte un plan et puis cette fin était... je sais toujours pas quoi en penser des mois plus tard, quoi. Donc très curieuse de lire les tomes un peu compagnons dans l'univers pour aller un peu plus loin parce que vraiment un livre surprenant. Octobre a été un très bon mois de lecture pour moi. Bah, pareil. Voilà, j'ai lu énormément, vraiment, vous pouvez voir mon carnet de lecture, voilà, j'ai ajouté une page. Je n'avais plus assez de place, mais parce que j'ai lu notamment plein de BD, de webtoons, énormément de webtoons, et surtout, j'ai lu ma trilogie coup de cœur de l'année, Prison Healer, voilà. Claire vous en a déjà parlé, donc je ne vais pas vous redire, mais quelle claque j'ai eue. Vraiment, j'étais happée par cette histoire et tellement à fond que, en fait, je n'avais jamais autant ressenti d'émotion. Vraiment, j'avais le cœur qui palpitait à la fin, pendant tout le tome 3. Et pendant le tome 2, on a envie de balancer le tome à un moment parce qu'on se dit, mais non, quoi. Il y a un moment, j'ai eu envie de fou. Ah non, oui, ça... Ah, elle fait traîner les choses. Ou alors, j'ai pas de souvenir. Oui, ah si, par contre. Oui, il y a cette petite vidéo de l'âne, vous voyez, dans Shrek, qui dit quand est-ce qu'on arrive, quand est-ce qu'on arrive. Voilà. Bon, bah ça, c'est le slow burn. Quand est-ce qu'il y a le premier baiser? C'est vrai que c'est le slow burn le plus slow burn de l'univers. Oh mon dieu. Quand est-ce qu'ils vont s'embrasser? Dans le tome 2, c'était un peu la question qui me tenait en mode allez. Slow burn de l'enfer. Mais vraiment tellement accroché. Et le tome 3, mais vraiment. Oh, des palpitations tout le temps. Et puis vraiment, en fait, je me souviens très bien, je devais aller bosser. Hein. J'ai bossé, j'ai été efficace dans mon boulot. Mais j'arrivais, je fermais mon livre et je bossais. Je repartais, je reprenais direct mon livre pour le continuer et je ne le lâchais pas. Je mangeais avec, je faisais tout avec. Je ne pouvais pas, il me fallait la résolution de cette histoire. Il me fallait en fait un truc que j'attendais. Voilà, bref, je peux pas vous en dire. Donc... on peut rien dire parce que tout. Mais il fallait absolument que j'arrive à cette scène pour que ensuite je me sente bien. Donc vraiment, en fait, j'ai vécu cette trilogie avec toutes mes tripes. Ça faisait longtemps que je n'avais pas autant vécu les émotions des personnages, leur évolution, etc. C'est du young adulte, mais alors, pépite. Et vraiment, Lynette Noni, je vais aller acheter ces autres séries là qui sont pas traduites en français parce que je veux tout lire d'elle. Vu comment, voilà, énorme coup de cœur. Alors moi, le livre que j'ai pas lâché, c'est Saint de Adrienne Young. On l'attendait.
Donc il est enfin arrivé, je crois qu'il est sorti en septembre. Et du coup, voilà, je l'ai lu en octobre parce que je pouvais pas attendre. J'ai adoré. Ça a fait mes pauses déj au boulot. J'avais peur d'être déçue parce que quand on attend trop un livre et puis en même temps j'avais bien aimé Fable, ça n'avait pas non plus été un coup de cœur de l'enfer. Mais je sais pas, le personnage de Saint, je le sentais bien et en fait j'ai pas du tout été déçue, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, là encore, j'ai retrouvé la dose de romantaisie, la dose de tension que j'aime, qui est pas trop haut, qui est pas trop exagérée, qui est pas trop présente, mais qui est là. Et en même temps, toute l'intrigue vraiment de l'histoire pure qui est présente, et notamment ici avec toute une intrigue, un plan qui se monte pour que Saint devienne, dans Fable, si vous avez lu Fable, Saint c'est le père de Fable, et l'histoire commence, on sait que c'est un très grand, c'est le plus grand commerçant de la région, quoi, et qu'il a la main mise sur tout, et que toute la flotte travaille pour lui, etc. Et au début de ce tome-là, il n'est rien du tout. C'est un petit pêcheur qui, avec son meilleur pote, ont récupéré un bateau et essaye de monter une affaire, et c'est assez braque-ballant leur truc. Donc c'est comment est-ce qu'ils deviennent le Saint puissant, en tout cas commercialement, et puis comment est-ce qu'il rencontre la mère de Fable, et puis on sait comment ça finit, donc donc voilà. Mais c'était hyper beau et j'ai trouvé l'histoire d'amour vraiment toute douce, toute belle, et j'ai été prise dans l'intrigue et ouais, j'ai pas du tout été déçue alors que je l'attendais depuis hyper longtemps, donc ça j'étais plutôt contente, c'était à la hauteur de ce que j'attendais. Mais bon, je pense que effectivement ça peut ne pas plaire à tout le monde, ça peut être un peu trop léger pour certaines personnes, mais moi vraiment Saint. Et moi l'autre, beaucoup de cœur, un peu inattendu j'avoue, de mois d'octobre, c'est Une fenêtre sur les ténèbres. Voilà, ça faisait partie des livres que j'avais dit que je voulais lire avant la fin de l'année. Si vous avez vu cette vidéo là, vous savez de quoi je parle. Et ben c'est lu. Et d'ailleurs je viens tout juste de finir le 2e tome et c'est pépite. Vraiment, en fait j'avais peur de pas aimer à cause du côté gothique. Parce que les univers, voilà, un peu de ce style-là gothique, étant une chochotte, il faut pas que ce soit trop sombre non plus. Et en fait, c'est une ambiance dans laquelle je me suis sentie mais hyper bien, et que j'ose presque dire qu'elle est doudou, selon moi. Alors que non, hein, on est dans c'est quand même assez sombre, ténèbres et tout ça. On parle de cauchemar, de magie, de cartes, enfin bref. Mais vraiment une ambiance génialissime, les personnages tout de suite accrochés, et alors l'originalité de la magie et de l'univers, incroyable, vraiment jusqu'au bout, c'est génialissime, c'est vraiment écrit comme un conte gothique où les légendes, la magie, la personnalité humaine, enfin bref, tout ça s'entremêle et on nous raconte une histoire incroyable avec des romances, moi j'ai adoré, et dans le tome 1 et dans le tome 2, bref, vraiment pépite. Donc une très très belle découverte. Alors je peux pas parler du mois d'octobre sans parler de Kéléana 4. Voilà, vous voyez, ça ponctue mon année de A à Z. Et alors pourquoi est-ce que je ne peux pas ne pas en parler? Parce que ce tome 4, c'est un revirement dans l'histoire. Il est divisé en 2 parties en France. Merci la Martinière. Enchaînez les 2. Franchement, le vivez pas comme 2 tomes séparés, vraiment, lisez les 2 ensemble parce que c'est l'unité de ce tome qui fait toute la beauté. C'est là que j'ai compris que Sarah Gimas nous brinque-ballait à droite à gauche, mais bouh, elle s'en fout de nous, elle raconte son histoire et elle nous fait croire des choses et pas du tout. Et puis Kéléana, mais quelle femme badass, mais je voudrais lui ressembler, mais ne serait-ce qu'à 1%, ça serait génial. Elle fait des trucs dans ce tome-là qui m'a... Oh là là, j'ai adoré, c'était incroyable. C'était incroyable, et puis l'histoire d'amour se développe aussi dans celui-là, donc... on aime bien, quand même. Mais aussi, j'ai lu The Agency for Scandals de Laura Wood. Alors,
En fait, depuis sa sortie, il était sorti au printemps, je crois, ou au début de l'été. À chaque fois, je passais devant la librairie, je me disais, ah, j'ai envie de l'acheter, la couverture est trop belle, l'histoire a l'air sympa, et puis je le faisais pas. Et puis au mois d'octobre, je sais pas ce qui m'a pris, je sais plus pourquoi, j'ai fini par me dire, bah allez, je l'achète et je le lis. Et j'ai bien fait. Puisque du coup, j'ai retrouvé une ambiance historique, puisqu'on est à Londres en 1897. Voilà, donc la haute société anglaise, tout ce que j'aime. Enfin, j'ai découvert du coup que j'adorais ça et que je ne voulais que ça maintenant. Enfin, que ça. Aussi, j'ai eu une petite période où je voulais que ça. Et on suit Izzy Stanhope, qui est une jeune fille qui se retrouve à s'occuper de sa famille parce que son père est décédé et a laissé d'importantes dettes derrière lui. Et pour ça, elle travaille dans une société secrète composée de femmes et qui s'occupe des femmes. Et voilà, qui a pour vocation de faire tomber les hommes puissants qui ne méritent pas d'être puissants. Donc forcément déjà le pitch hyper intéressant, voilà, un peu de féminisme dans une société en 1897, c'est assez chouette. Et puis une enquête, parce qu'en fait elle se retrouve mêlée à une enquête particulière avec le jeune homme dont elle est éperdument tombée amoureuse mais qui ne l'a jamais vu. Voilà, donc du coup c'était très mignon et surtout je me suis marrée. J'ai énormément ri et ça m'a fait beaucoup de bien. Il y a vraiment des passages que j'ai trouvés mais hyper drôle, vraiment. Et voilà, et c'est tout mimi, c'est en un tome, mais en fait il va y avoir au final quand même une saga avec des personnages différents. Voilà, donc le tome 2 est paru en anglais, je sais pas s'ils vont le continuer, c'est chez PKJ. C'est du young adult pur et dur, c'est chouchou, c'est drôle, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et moi je voudrais juste évoquer quand même aussi un autre que j'ai lu, vraiment j'ai beaucoup lu en octobre, hein. Et une petite mention spéciale quand même pour Bretzelbreak de Maëlle de Sar. Qui a été un joli coup de cœur aussi. Mention spéciale parce que dans la romance, sachez-le, il y a un truc que je n'aime vraiment pas et qui se retrouve dans bon nombre de new romance, je trouve. Ce qui me fait dire que je n'aime pas trop la new romance. C'est ce côté personnage torturé et du coup, par amour, on va le sauver. Voilà, c'est un truc que je déteste vraiment et qui me hérisse le poil au plus haut point. Et là, Maëlle de Sar se met un bon coup de pied là-dedans. Et elle a justement un personnage torturé aussi, une romance, et en même temps, et ben, on a quand même un personnage qui dit à la jeune fille, tu peux l'aimer, mais tu ne le sauveras pas. Et ça fait un bien fou de le lire dans un roman et j'ai adoré du coup, voilà, tout était hyper bien du coup dosé, bien amené, la romance est hyper chouchou, mais c'est pas ça le cœur, pour moi, le cœur de l'histoire de Bretzelbreak. Bref, vraiment très très bon roman et avec toujours cet humour qui est délicieux. Donc voilà. Novembre. Petit mois de lecture aussi pour moi, novembre. Après mon énorme mois d'octobre, il a fallu que je retourne bosser parce qu'en octobre il y a eu mes vacances aussi. Et là c'était moins bon. Alors moi j'ai commencé le mois de novembre avec Assistant to the Villain de Anna Nicole Meirer, je sais pas comment on dit, chez Calix. Et qui a été une très belle surprise. J'avais une copine qui l'avait lu, qui avait dit que c'était hyper cosy. Et je me suis dit, je sais pas, j'avais envie de cosy à ce moment-là. Je me suis dit, bah, je vais tenter. Et impeccable. Impeccable. Non, et j'ai été très très surprise dans le sens où je m'attendais pas à grand chose en termes d'intrigue. Et en fait, l'intrigue est hyper intelligente. Et il y a une enquête. En fait, c'est un espèce de faux cozy mystery. Avec une ambiance de fantasy, enfin, je sais pas, c'est un mélange de plein de choses, c'est une réécriture de contes, c'est un côté un peu Shrek aussi, enfin, voilà, et en fait, l'enquête est hyper intelligente, et il y a des vrais indices qui sont semés, on peut se prendre la tête si on a envie de se prendre la tête sur cette intrigue, enfin, du coup, ça fonctionnait très très bien. Et alors, pour vous faire un très rapide résumé, on suit Evie Sage, qui est une jeune femme qui s'occupe d'une famille, elle a perdu sa mère, le classique. Et pour ça, elle doit travailler, sauf qu'elle vient de perdre son job. Et elle est en train de se promener dans la forêt enchantée qui est dangereuse, dans laquelle normalement on ne se balade pas parce que c'est là que roule le vilain de l'histoire. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe sur le vilain qui est lui-même poursuivi. Elle l'aide malgré tout et il lui propose un job. Il a besoin d'une nouvelle assistante. Donc elle devient l'assistante du vilain.
d'où le titre. Et en fait, elle se retrouve à travailler dans ce manoir, je sais plus comment elle l'appelle, le manoir des ténèbres, un truc comme ça, c'est très drôle. Et en fait, il y a une vraie entreprise qui travaille pour le vilain et qui est là pour faire tomber le roi gentil. Donc c'est tout l'archétype du conte qui est un peu déconstruit, remis dans une société du coup un peu moderne avec ce travail qu'elle trouve qui est vraiment organisé. Il y a des bureaux, elle est assistante quoi. Le seul truc c'est qu'il n'y a pas d'ordinateur quoi. Elle travaille dans une forêt enchantée, sauf qu'elle dit à personne du coup qu'elle est l'assistante du vilain, sinon elle serait très mal vue dans son village. Et un jour quelqu'un essaye de tuer le vilain, sauf que ça fait plusieurs mois qu'elle travaille pour lui, elle a fini par s'attacher, elle aime bien son vilain. Et donc elle va mener l'enquête pour savoir qui veut tuer le vilain. Voilà. C'est vraiment, il y a un côté cartoon, c'est très drôle, il y a des punchlines de malade. J'ai pas mis de post-it, j'aurais dû. Vraiment, je me suis énormément marrée, il y a un côté très second degré, à un moment elle marche sur un œil assez dégoûtant. Et en même temps c'est drôle, c'est pas du tout dégoûtant à le lire, enfin vraiment très belle surprise. Et je vais lire la suite avec dès que ça va sortir quoi, parce que vraiment, je crois que c'est une trilogie au final. C'était vraiment très chouette, très surprenant. Réécriture de contes, enfin je sais pas, j'en ai eu plusieurs cette année, très différentes les unes des autres. Alors moi j'ai commencé le mois, mon petit mois, avec une grosse déception. La Bibliothèque des Ombres de Rachel Moore. Voilà, j'avais craqué pour la beauté du livre. Bon, moi j'aurais pas dû. Clairement, je n'aurais pas dû. J'avoue qu'après avoir craqué, alors j'ai craqué mais en occasion quand même. J'avais entendu des avis négatifs qui m'avaient un peu titillé déjà en me disant « Ouh, je sens que ça va pas me plaire ». Donc j'y allais en me disant « Bon, si vraiment ça me plaît pas, je l'abandonne ». Bon, au final, je l'ai quand même fini. Dans la souffrance. Claire était là, elle était en train de lire Assistant to the Villain justement. Et moi je m'accrochais à ma Bibliothèque des Ombres. Non, vraiment j'ai eu des grosses déceptions, j'ai pas du tout accroché aux personnages. Je trouvais je me suis pas du tout attachée à eux, c'était hyper cliché. L'intrigue était tirée par les cheveux, enfin bref. Il n'y avait rien qui n'allait selon moi. Voilà, donc déception. Mais mon point fort de ce mois-là, c'est la lecture de celui-ci, What the River Knows, de Isabelle Ibanez, que j'ai ici dans sa version Fairyloot, qui est très très belle. Ils ont choisi de reprendre la couve d'origine version claire, puisqu'elle est noire, et elle sortira d'ailleurs chez Rajo tout bientôt en noir. Mais voilà, il est absolument sublime, avec nos petits chouchous qui sont là. Et ça a été une très belle découverte. Bon, alors je m'y attendais un peu, je m'attendais à aimer parce qu'il était recommandé par Rebecca Ross qui est l'autrice de Divine Rivalité. Et en fait c'est alors il y a un côté un peu magique mais qui est très en fond. On est plutôt sur une jeune fille en fait qui part en Égypte sur des fouilles archéologiques parce que ses parents ont disparu, enfin ont disparu, non, ils sont morts. Désolée. Ils sont morts et en fait elle veut comprendre pourquoi, elle veut comprendre ce qui leur est arrivé. Voilà, c'est une jeune fille, elle est entreprenante, elle va pas laisser sa famille lui dire non tu vas épouser quelqu'un de bonne société en Angleterre et tout va bien se passer. Non, elle fonce, voilà. Elle est aventurière dans l'âme. Et en fait, elle va arriver du coup en Égypte. Son oncle va pas vouloir d'elle. Il va vouloir la renvoyer direct d'où elle vient. Sauf que l'assistant qui était là pour l'aider à repartir, elle va réussir à se faufiler entre les mailles du filet et à rester en Égypte. Voilà. Et à partir de là, il y a toute une intrigue qui va se mêler avec beaucoup de faux semblants, on ne sait pas en fait ce qui est vrai, qui ment, qui est faux, etc. Et c'est très bien fait. Et alors il y avait plein de choses que j'avais devinées en termes de savoir qui dit la vérité, qui semble bien ou faux, jusqu'à la dernière page. Et là, elle m'a retourné le cerveau et je me suis dit « What ?» C'est quoi ce délire? Donc voilà, donc maintenant j'ai très hâte de recevoir le tome 2 que j'attends. J'ai précommandé dans cette version Fairyloot aussi. Parce
il est déjà sorti, mais voilà, j'attends pour pouvoir le lire, de le recevoir. J'ai très hâte parce que vraiment cette fin... Ah Vraiment, voilà, elle a fait un truc que je n'avais pas encore vu. Non, vraiment, je pense que je l'avais pas encore vu nulle part ailleurs. Et du coup, je suis très intriguée. Très intriguée. Donc voilà. Et la romance, c'est vrai qu'au début, elle m'avait un peu... J'étais là en mode... elle est assez jeune. Lui, on sait pas vraiment son âge, mais il est présenté comme un peu alcoolique sur les bords. Qui fume beaucoup. Enfin, du coup, je lui ai donné un âge beaucoup plus important qu'elle. Donc, il y avait un décalage. Et en fait... Et en fait, non, voilà, on comprend un peu qui il est, pourquoi il est comme ça, et ce qu'il cache derrière, et... Ah, j'aime bien ça. Et voilà, et c'est trop bien. Et donc voilà, je vous invite vraiment. Et puis, enfin, je trouve que l'ambiance Égypte, alors j'ai vu que plusieurs personnes trouvaient qu'il n'y en avait pas assez. Moi, ça m'a... J'étais dedans. J'y étais en Égypte, dans les fouilles et tout ça, avec les intrigues, machin. Donc moi, ça m'a... Voilà. J'ai beaucoup aimé. Et je vous le recommande, chaudement. Très belle découverte. Et j'ai lu Heartless Hunter en octobre. Je l'ai acheté et je l'ai commencé. Voilà. Et je l'ai fini en 24 heures. Tout va bien. Je m'étais fixé comme objectif que j'avais envie de le dévorer. Et c'est ce que j'ai fait. Et alors je me suis rendu compte que c'était bien de dévorer les livres. Mais peut-être que j'aurais dû le faire traîner un petit peu pour être... savourer. Ouais. Parce que vraiment très chouette. Donc on suit d'abord Rune, qui est une jeune fille qui est orpheline. Elle avait été élevée par sa grand-mère et sa grand-mère a été tuée, puisqu'on est dans un monde où quelques années plus tôt, les sorcières ont été chassées. Donc c'était des reines sorcières qui régnaient, elles ont été tuées. Il y a eu une révolution, même au-delà de la rébellion. Et depuis, toutes les sorcières, parce qu'il n'y a que les femmes qui portent la magie, sont systématiquement tuées. Au moment où sa grand-mère est tuée, Rune n'a pas encore développé de magie, donc elle arrive à s'en sortir. Mais par contre, sa grand-mère est tuée. Et on va suivre également Gideon, qui est un très charmant jeune homme, qui lui est un tueur de sorcières. Sauf qu'entre-temps, Rune a découvert qu'elle avait des pouvoirs magiques et qu'elle était une sorcière. Ils se connaissent pas particulièrement, à part le fait que Rune a pour meilleur ami le frère de Gideon. Et Rune est devenue une rebelle et elle essaye de sauver les sorcières. Donc elle est, en anglais c'est Crimson quelque chose. Crimson Moth. Le sphinx rouge en français. Sphinx? Ouais. Ah ouais. Sphinx. Bah c'est un... Ouais, c'est un papillon le sphinx. Ah ok. Et donc elle a une identité secrète, personne ne sait qui est ce fameux sphinx rouge, et Gideon, qui est donc tueur de sorcières, est là pour essayer, enfin il est à la tête d'une armée, est là pour essayer de le retrouver, ce fameux sphinx, enfin, la retrouver, parce que c'est une femme vu que c'est une sorcière. La démasquer. Et donc nous on sait très bien qui elle est, lui tout le monde sait qui il est, et il se trouve que tous les deux vont avoir besoin l'un de l'autre, parce que lui va se douter qu'elle connaît peut-être le sphinx rouge, donc elle va devoir se rapprocher d'elle, et elle va devoir se rapprocher de lui pour autre chose que je vous laisse découvrir. Donc, petite romance impossible, comme on les aime. C'était très chouette, il y a un espèce de faux triangle amoureux qui se dessine, mais enfin je veux dire... faux triangle quoi, on sait qui c'est, le vrai. Oui. Il n'y a pas vraiment de suspense là-dessus. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire plus précisément? J'ai adoré la romance bien sûr, j'ai adoré l'ambiance du livre aussi. J'ai trouvé que tout ce qui avait attrait à la magie, il y avait un petit quelque chose que je ne dévoilerai pas, que j'ai trouvé hyper badass, où je me suis dit merci, merci de faire ça, merci de désacraliser certaines choses. Voilà, j'ai adoré, et la fin est explosive. Quand sort le tome 2, il y a écrit apparaître en 2025. PKJ, c'est pas assez précis. Voilà, il me faut plus... sorti en anglais. Il faut plus d'infos. Parce que vraiment ça finit pas... Bon, bref, ça finit pas comme on voudrait que ça finisse quoi. Non mais vraiment très intéressant.
Et le petit retournement de situation de fin, on le voit venir un peu en avance, mais alors pendant tout le tome, je ne l'ai pas vu venir. C'est plutôt bien construit du coup. Une espèce de fausse noblesse anglaise dans un univers de fantasy, bref, ça mélange tout ce que j'aime. Et puis, il est beau, quand même, faut le dire. Et décembre? Décembre. On arrive à la fin de l'année, ça y est. Ça y est. C'est bientôt la fin, vous inquiétez pas. Là, si vous n'avez pas des idées de lecture, je sais pas ce qu'on peut faire de plus. Et ben moi, décembre, j'ai beaucoup lu, puisque je voulais vraiment arriver à mes 300 livres lus. Donc j'ai lu beaucoup de BD et beaucoup de mangas et beaucoup de petits livres. Mais j'ai quand même eu un joli coup de cœur roman. C'est La chasseuse et l'alchimiste d'Alison Saft, qui m'avait été recommandé par Amélie. Donc ça faisait partie des livres que je voulais lire dans l'année. Bon, bah, j'ai attendu décembre pour le découvrir, mais c'est pas grave. Et j'ai adoré, un très joli coup de cœur. J'ai adoré la plume en fait, la poésie, l'ambiance qui était posée, qui était hyper poétique. Et puis les personnages magnifiques, enfin leur évolution, la façon dont tous les deux, et en fait ils vont s'apporter, se faire ouvrir les yeux sur qui ils sont, sur pourquoi ils sont comme ça, etc. Enfin bref, j'ai vraiment adoré. Alors je comprends tout à fait que tous les avis négatifs au début par rapport à la chasse, oui, ce n'est pas le sujet du livre, très clairement. Pour moi, le sujet du livre, c'est les personnages, leur évolution. Voilà, je veux dire, c'est vraiment ça pour moi le cœur. Et puis dans ce contexte de la chasse et puis de l'univers de fantasy qui est posé. Mais pour moi, c'est vraiment ouais, l'évolution des personnages qui est au cœur de ce roman et cette plume, cette ambiance, bref. Très joli coup de cœur. Pareil, j'ai plein de citations que j'avais à chaque fois pris de ce livre. Magnifique. Alors moi, mon mois de décembre a été ponctué par cette lecture. Comme vous pouvez le voir, il est un peu particulier. Le serpent et le descendant de la nuit. Il se trouve que une semaine avant décembre, je vais chez mes parents qui habitent en banlieue, donc j'y vais régulièrement le dimanche. Et je fais ma liste de Noël et je mets le tome 1 et le tome 2 du serpent et du descendant de la nuit dans ma liste de Noël. Et le week-end prochain, je retourne chez mes parents et il se trouve qu'on était le 1er décembre, ce jour-là. Et ma mère avait préparé des calendriers de l'Avent pour toute la famille. Donc elle avait fait un truc un peu classique pour mon neveu. Pour mon frère, elle avait préparé un calendrier de l'Avent en Lego. Donc en fait, elle avait dans des petits sachets mis, elle avait divisé en 24 les étapes de construction du Lego. Donc tous les jours, mon frère ouvrait un petit sachet, elle récupérait les pièces pour faire les étapes sélectionnées. Et moi, j'ai du coup eu un calendrier de l'Avent en forme de roman. Donc voilà, vous avez vu passer, je pense, tous ceux chez Ozu où il faut découper les pages. Elle avait vu ça en vidéo, je sais pas où est-ce qu'elle avait trouvé ça, mais en gros qu'on pouvait aussi le faire à partir de soi-même dans un roman qu'on connaît, avec en fait des papiers qui entourent les pages comme ça. Et voilà, donc du coup elle m'a découpé en 24 étapes, avec le petit mot qui va avec. Un petit bout tous les jours, j'avais pas le droit de tricher. Le livre qui est, on va le dire, un pavé et qui du coup s'y prêtait particulièrement, ça c'était plutôt cool. Et donc du coup voilà, j'ai lu tous mes chapitres tous les jours, je n'ai pas du tout triché. J'ai été vaguement tentée sur la fin. Peut-être des jours où tu as lu à 11h30 pour pouvoir lire à minuit. Non, tous les soirs j'ai lu mes chapitres et j'ai attendu. Il y a une fois, parce que du coup on ne voit pas ce qui se passe, c'est ça qui était plutôt malin. C'est que du coup le papier recouvre le début du chapitre, donc pour le voir il faut le soulever et la plupart du temps c'est un peu serré donc je pouvais pas tout à fait le voir. C'est le seul truc que je me suis un petit peu permise et il y a une fois où vraiment j'ai juste... Voilà, ok, très bien. Voilà. Et donc ça a vraiment ponctué mon mois de décembre. C'était une lecture qui n'était pas du tout prévue du coup. J'avais tout un plan, je devais lire des trucs pour Noël, me mettre dans l'ambiance de Noël. Le serpent et le descendant de la nuit, ambiance de Noël, on refait mieux. Toutes les façons, j'ai foiré mon ambiance de Noël à Noël, puisque j'ai lu aussi en parallèle, j'ai commencé le mois de décembre avec The Fox Love King, ambiance gothique, enfin rien à voir. Mais
Franchement, j'ai adoré l'expérience. J'espère, je vais demander à ma maman de me le refaire l'année prochaine. Parce que vraiment, j'ai adoré. Ce qui était cool, c'est qu'en plus, il y avait le tome 2 sous le sapin. Donc, j'étais trop contente. Et donc, rapidement pour l'histoire, on suit Oraya, qui est une humaine qui a été adoptée par un vampire qui se trouve être un peu le roi des vampires. Les vampires ont des ailes dans cet univers. Et elle va participer au Kejari. Le Kejari, c'est un tournoi qui a lieu tous les 100 ans, je crois. En fait, un tournoi où n'importe qui, en l'occurrence des vampires, peuvent s'inscrire. Et le dernier survivant, il y a des épreuves. Ça se déroule sur 3 mois, je crois. Le dernier survivant obtient un vœu, on va dire ça comme ça, de la déesse Nyaxa. Ça s'appelle les couronnes de Nyaxia, la saga. Et donc, elle se lance Oraya en tant que seule humaine dans ce Kejari. Elle rencontre un charmant vampire, très sombre et très mystérieux. Enfin bref, vous connaissez l'histoire. Et voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que le système d'épreuve, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup, en fait. Parce que du coup, ça ponctue l'action de façon régulière et ça fonctionnait du coup particulièrement bien au calendrier de l'Avent. Puisque du coup je me retrouvais parfois des jours à attendre des épreuves et puis enfin un soir je pouvais commencer, oh petite Charlie, je pouvais commencer l'action. Voilà. Alors cette fin, c'est-à-dire que j'ai terminé je crois le 23 au soir ou le 22 je sais plus, sur un truc horrible où on est en mode quoi, qu'est-ce qui vient de se passer, et le lendemain les chapitres, j'ai failli faire valdinguer le livre à travers la pièce tellement j'étais en colère à cause de ce qui se passait. Ça a libéré des sentiments en moi que je ne soupçonnais pas. Donc vraiment, le retournement de situation, l'histoire en elle-même est assez classique, mais le retournement de fin, pas vu venir. Vraiment pas vu venir. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Il y a Charlie qui veut vous dire bonjour. Ouais, après avoir fait une sieste de l'espace. Coucou. D'habitude, elle vient plus tôt. Alors ouais, bon, elle se réveille. Hein. Elle se réveille. Oh, c'est un peu difficile aujourd'hui. Bon, et donc moi, j'ai fini mon année en marathon de lecture BD. Et parmi toutes les BD que j'ai lues, il y avait plein de très très bonnes lectures, de jolis coups de cœur, de suites de sagas que j'adore. Voilà, les Grimoires d'Elphie, les Sœurs Grémillet, enfin, il y en a eu plein. Mais alors, il y en a une. C'était une pépite intersidérale à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et qui m'a littéralement retournée, j'étais en pleurs à la fin. Bref, c'est une BD. Oui, je ne pleure jamais aux BD, mais alors celle-ci, elle m'a ratatinée. Et c'est Mitsuo de JG et Jérôme Hamon. JG, moi j'avais déjà lu, enfin il a illustré d'autres séries que je lis aussi. Et puis Jérôme Hamon, je le connaissais. Alors j'ai vu ça après parce que vraiment pour moi je faisais pas le parallèle entre les deux, mais c'est celui qui a écrit la série Emma et Capucine sur deux sœurs qui dansent, qui font de la danse. Voilà, qui est sympa mais qui ne fait pas partie de mes coups de cœur et que je continue à lire, mais voilà, c'est sympa, juste sympa. Là, on est sur un niveau mais alors complètement différent. Je me fais lécher les doigts par Charlie en même temps. C'est sympathique. Ta langue est un peu rêche, ma petite. Oui, elle fait des peelings. Hein. Mais là, oh, pépite intersidérale, vraiment. Donc, on suit, je vous remets là, ce petit garçon qui se trouve être, alors c'est jamais dit s'il est autiste, il est différent. Voilà, il est dans sa bulle. Et il est surtout dans son univers de fantasy, enfin de SF préféré, et il se prend pour Mitsuo. Voilà. Et donc il y a des planches où on se croit dans un univers de SF, on est plongé dedans avec lui, complètement. Et du coup, il y a sa maman et son papa qui, on démarre l'histoire, en fait, l'enfant est exclu de son école à cause de sa différence, parce qu'ils n'arrivent pas à le gérer, etc. Et donc, voilà, les parents apprennent ça au début de l'histoire et on leur dit mais vous inquiétez pas, dans tel institut spécialisé, il y a une place qui vient de se libérer, vous allez pouvoir l'envoyer là-bas.
Sauf qu'on comprend très vite que la mère ne veut absolument pas remettre son fils dans cet institut parce que ça s'est très mal passé la première fois et que en fait on s'en rend compte très vite, il le bourre de médicaments et c'est comme ça qu'il le gère. Et la mère elle refuse. Sauf que le père il se sent voilà, complètement démuni, il ne sait pas quoi faire. Et au final du coup la mère va prendre son enfant, partir sans dire où elle va, en laissant juste un message à son mari en disant voilà je peux pas, je refuse cette situation, je veux communiquer avec mon fils et trouver un moyen en tout cas de faire ça. Et donc elle s'en va. Et c'est là que l'histoire démarre et je vous laisserai découvrir la suite parce que c'est poignant, c'est beau, c'est époustouflant, vraiment tant dans le dessin, dans l'histoire, vraiment le moment où il y a une révélation là, mais les larmes sont sorties toutes seules. Et je crois que je ne suis pas la seule qui a eu cet effet. Je pense que les avis sont assez dithyrambiques là-dessus. Mais vraiment une pépite absolue. Alors c'est un tome 1. Vous voyez sur la couve, on le dit tout de suite, 1 sur 2. Donc j'attends la suite avec impatience, même si voilà, ça finit pas en cliffhanger total, on aimerait quand même une autre fin, une suite, mais voilà, bravo, juste bravo parce que c'est incroyable. Donc foncez, allez découvrir ça, parce que c'est une merveille. Et ça a fini mon année en apothéose. Alors l'autre roman, toujours dans l'ambiance de Noël. Une fenêtre sur les ténèbres. Oui. Du coup, suite à La vie de Marie, il était dans ma palle depuis sa sortie aussi. Et donc, elle m'a décidé à le sortir de ma palle. Et ouais, voilà. Vraiment, je pense ouais, le système de magie m'a complètement chopée. Et je l'ai trouvé hyper intéressant. La petite romance de ce tome 1 est... Voilà, vraiment chouchou, vraiment. C'est joli et en même temps c'est tout doux. Ça prend la place que c'est censé prendre et puis ouais, vraiment ce système de magie met en place du coup des situations qui sont hyper intéressantes, notamment dans le tome 2 voilà, qui a été lu en 2025, donc on n'en parlera pas. mais vraiment si vous aviez un doute vous pouvez y aller parce que et la fin de ce tome 1? Ouais, la fin de ce tome 1, enfin en plus on le voit un peu arriver le truc et on se dit ah putain merde. Voilà. Et puis très beau quoi. Non vraiment je pense que je vais regarder un peu plus que fait Sabran du coup. Parce que ouais, très chouette. Voilà, on a fait le tour en 1h30. Voilà. Mais il y a eu tellement d'autres choses, enfin, voilà, voilà, mais là vraiment je voulais vous parler des points forts. Et c'est ce qui nous amène un peu du coup à des résolutions pour 2025. Alors moi, j'avoue que j'aimerais réduire mes achats. Parce que je me rends compte que y en a tellement qui sortent que je ne peux pas suivre le rythme. Et que en fait, je ne veux pas non plus avoir une bibliothèque remplie de livres que je n'ai pas lus. On a peut-être changé un petit peu de visuel. On a voulu vous montrer Charlie. Ouais, mais en fait ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. C'est pas grave. Donc oui, moi je voudrais mieux sélectionner les livres que j'achète et que je lis. Pouvoir tester des choses, oui, mais quand même essayer d'aller vers des livres maintenant que je vois un peu mieux. Donc j'arrive à savoir ce qui me plaît et ce qui me plaît moins. Pouvoir avoir plein de coups de cœur. Que de très bonnes lectures. Bon, forcément, non, il n'y aura pas que ça. Mais en tout cas, essayer de mieux sélectionner, voilà, continuer à lire les auteurs que j'aime, où je sais que je peux y aller les yeux fermés, quasiment. C'est pas toujours le cas. Regardez, Émilie Henry, il y a eu un petit faux pas. Alors, de mon côté, pareil, j'aimerais un peu mieux cibler du coup ce qui potentiellement pourrait me plaire. Maintenant que j'ai été tâter la romantaisie, voilà, je me suis rendu compte que tout ce qui avait un côté un peu historique, ça me plaisait beaucoup. Voilà, nous traverserons les orages, mais il y avait aussi, par exemple, Orclès Hunter qui plongeait dans une fausse ambiance cour anglaise, enfin noblesse anglaise,
fin 19e, qui m'a beaucoup plu. Et en fait, c'est vrai que j'ai un peu délaissé ces derniers temps tout ce qui était un peu roman historique, que ce soit fantasy ou réel, ou voilà, en forme d'enquête. Et je pense que je vais y retourner. Pourtant, j'en ai dans ma palle. J'ai notamment le projet Bluebird, qui m'attend depuis 1 an. Et qui me fait de l'œil depuis 1 an. C'est autour de la Seconde Guerre mondiale, c'est un roman young adulte, et enfin, je sais que je vais aimer, et je sais que ça va beaucoup me parler. Et voilà, il y a aussi par exemple 17 ans à jamais. Voilà, ce genre aussi d'ambiance là, pas forcément du roman historique pur, même si je vais peut-être essayer d'y aller cette année pour voir si j'aime ou pas, histoire de savoir aussi, tout simplement. Donc il y avait un peu ça, et je crois qu'une des envies que j'ai, mais que j'avais déjà un peu au cours de cette année, c'était vider ma palle. Ou en tout cas vraiment lire, parce qu'en fait les livres que j'ai achetés, je me rends compte que je les ai quand même achetés avec une très grande envie de les lire tous, et la plupart ce n'est pas passé. Et d'ailleurs ces derniers mois, pour choisir mes lectures, c'est dur, pas parce que je ne sais pas ce que je veux, ou voilà, mais parce que j'ai trop de choix. Donc voilà, je vais essayer de grappiller un peu plus dans ma palle et limiter mes achats. Surtout que là, on a fait un calendrier de l'Avent, et j'avais demandé aux filles de m'offrir aussi des vieux livres, la dystopie, des choses comme ça, qui datent des années 2010 et compagnie, qui sont dispo maintenant du coup en poche. Et donc du coup j'ai fait le plein de tout ce genre de lecture qui je sais va me plaire et que j'ai très envie de lire. Donc voilà, maintenant que j'ai un peu ma petite librairie personnelle, je pense que j'ai envie d'aller piocher dedans. Et puis ben, je viserai un peu les sorties, les nouveautés qui me plaisent. Et puis les suites de sagas aussi, pour pouvoir avancer dans les sagas. J'aimerais aussi retourner dans l'univers d'Anne. Parce que je suis toujours qu'au tome 2. Ouais, moi, il faut que je lise le tome 3, mais que je n'ai toujours pas, donc en fait je pense que c'est pour ça aussi. Mais ça, j'aimerais bien avancer. Et puis en fait il y a des auteurs classiques aussi que j'aimerais beaucoup découvrir. J'aimerais lire par exemple, là c'était déjà le cas l'année dernière, mais du Jane Austen, parce qu'il y en a encore plein que je n'ai pas lu. Et le premier que j'ai envie de lire, c'est Northanger Abbey, parce que c'est un de mes... J'ai découvert par l'adaptation, et c'est une de celles que j'aime le plus. Donc voilà. Mais aussi des classiques de la littérature jeunesse, par exemple Pierre Bottero. J'ai dû lire un de ses livres étant enfant, mais voilà, je n'ai toujours pas lu Ewilan, voilà, des grands classiques comme ça que j'aimerais vraiment découvrir. C'est vrai qu'avec ce challenge que je m'étais donné, ce défi, qui était sympathique, hein, mais que je ne referai pas cette année, de 300. Du coup, c'est vrai que ça me faisait sélectionner des petits livres, des romans courts, et j'allais un peu moins vers des romans très gros, sachant que le plus gros roman que j'ai lu, c'est The Gilded Serpent, donc le 3e tome de Dark Shores, qui fait plus de 800 pages, et qui m'a en effet pris 2 semaines de lecture. Mais voilà, j'aimerais ne pas me dire... c'est un gros livre, c'est pas grave, j'y vais quand même, et puis je prendrai le temps qu'il faudra. Même si voilà, je me suis rendu compte que j'aimais pas quand mes lectures s'étiraient trop. Faut un juste équilibre, faut pas qu'elles soient trop rapides. Bon, quoique, parfois c'est nécessaire. Mais en tout cas, je sais que si elles s'étirent trop en longueur, je sais pas, il y a une accroche qui se fait moins, même si j'ai adoré The Gilded Serpent. C'est vrai qu'au début, je me suis dit non mais je le fais trop traîner, j'aime pas ça en fait. Et du coup, je sais pas, il y a un attrait différent à ma lecture. Faire du tri aussi, parce que pareil, j'ai une envie de réduire ma palle, parce que j'ai énormément de livres que je n'ai pas lus. De livres, de BD, de mangas, enfin voilà, tout type. Donc réduire à fond les livres que j'ai déjà, pour pouvoir... les recommander autour de moi, les prêter, etc. Ne pas m'empêcher d'abandonner des livres, ça c'était déjà un peu le cas en 2024, mais en 2025 encore plus, vraiment. Et, voilà, si en fait je ne veux pas avoir par exemple de livres terminés où je me dis c'est un 2 étoiles en fait, sachant que j'ai du mal à mettre 1 étoile à un livre que j'ai terminé, parce que généralement, si je mets 1 étoile, c'est que vraiment il était nul, et donc je l'avais abandonné avant. 2 étoiles, c'est déjà, il était un peu cata, mais je l'ai quand même fini. Et ça, j'aimerais, voilà,
plus avoir ce genre de lecture, donc ne plus m'accrocher pour finir absolument un livre qui en fait ne me plaît pas et n'est pas pour moi. Voilà. Et de mon côté, en fait, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de BD dans ma sélection finale. Et en fait, alors, il y a des BD que j'adore. Hein. Là, j'ai lu Lightfall par exemple, gros coup de cœur. Brume, coup de cœur. Les Grimoires d'Elphie, coup de cœur. Astrid Bromure, coup de cœur. Mais le niveau en dessous n'existe pas vraiment. Soit j'adore, soit ouais, c'est sympa. Voilà, je me rends compte que la BD c'est pas forcément hyper mon truc, le manga non plus, même s'il y a des mangas que j'ai aussi beaucoup aimé. J'ai essayé le webtoon, j'ai pas accroché. Voilà. Voilà, je pense que c'est comme le livre audio, j'ai essayé le livre audio, j'y arrive pas. J'ai lu un roman entier en livre audio et en fait non, parce qu'en fait je l'ai terminé, j'ai acheté le livre et je l'ai fini en lecture. En fait je me rends compte que quand je lis, j'ai envie de plonger dans des univers que je vais imaginer avec mon cerveau. Voilà, et je pense que du coup la BD fait un peu barrière et de la même façon le livre audio fait barrière parce que dans l'intonation de la lecture il y a forcément une interprétation qui est faite et mon cerveau, enfin j'arrive pas à écouter en fait et j'arrive pas à me plonger dans l'histoire avec ça. Je sais pas, j'ai jamais été auditive donc je suis pas très surprise de pas apprécier le livre audio. Et la BD, ouais, c'est très chouette, mais de temps en temps, voilà. Et je pense que cette année, les BD que j'ai lues, c'était pour me permettre de faire des transitions entre des grosses histoires, mais du coup, elles m'ont pas marqué. Donc peut-être que j'en ai pas besoin, en fait. Et surtout, je me rends compte que j'aime plonger dans des univers qui sont hyper prenants, et donc dans des gros pavés. Et donc cette année, je me laisse le droit de plonger dans ce genre de choses et de prendre mon temps dans la lecture et de savourer toutes ces histoires passionnantes. Voilà. Bon, on a bien blablaté. Oui. On va s'arrêter là. On se retrouve bientôt. Mais n'hésitez pas à partager avec nous aussi votre petit bilan. Voilà, un mois, un livre. Oui. Essayez. Oui, on n'a pas réussi sur un seul livre. Donc, Non. Mais il y en avait trop. Mais en tout cas, on espère que ça vous aura donné quelques idées de lecture aussi. Puis n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. On poste beaucoup plus régulièrement, toutes les deux. Voilà. Les avis lecture. Et puis écoutez le podcast de Claire. Ça, c'est très régulier. Encore plus toutes les 2 semaines. Voilà. Sans faute. Et bien du coup, on va vous souhaiter des lectures pétillantes pour cette année 2025. Et de jolies rencontres d'encre et de papier. À bientôt. À bientôt.